Vous êtes désormais 15 millions de Français à écouter chaque mois un podcast apparu en marge du succès de l'iPod. Au milieu des années 2000, les podcasts sont aujourd'hui devenus des médias à part entière. Alors quelles sont les raisons de ce succès? Quel marché, quel modèle économique? Comment s'y mettre et se faire connaître? Quelle plateforme de distribution? Quel avenir? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci encore pour votre fidélité et n'hésitez pas, c'est très important, à vous abonner à notre chaîne bien sûr YouTube. On est également sur podcast d'Apple en audio comme les podcasts et en vidéo. Avec comme invité ici en plateau à mes côtés, il fallait des experts du podcast. On commence par un entrepreneur que vous retrouvez tous les dimanches dans son propre podcast qui cartonne. Ça s'appelle Génération Do It Yourself. Monsieur Mathieu Stéphani. Bonjour Mathieu. Salut. On dit comment? Stéphanie à la Corse, Stéphanie à l'italienne? Dis-moi tout. À la Corse, ce serait Stéphanie. Stéphanie, exactement. C'est bien. L'accent sur le E. Ouais. De toute façon, il n'y a pas d'accent. Bientôt on refait la Corse, il n'y a que des cordes dans cette émission. Le pitch, en quelques mots, Mathieu, de ton podcast, qui cartonne en ce moment, près de 500 000 vues en mois de décembre. 500 000 écoutes, ouais. Écoute, l'idée, c'est de se dire qu'on passe du temps avec des personnes qui sont lancées, donc Do It Yourself, Génération Do It Yourself, pour essayer de comprendre comment elles ont réussi. Donc dans leur secteur, ça peut être beaucoup d'entrepreneurs évidemment, ça peut être évidemment des hommes politiques, femmes politiques, des artistes, des sportifs, et sur du temps long, voire très long. Au long cours, c'est ça qui est très agréable. On prend le temps de 2h30 dans le dernier podcast. 2h30, j'ai fait le maximum, c'est 3h17, et paradoxalement, c'est un de ceux qui a eu le plus d'audience, et c'est assez intéressant. J'ai voulu aller à contre-courant d'une norme des années 2010 qui était de dire on raccourcit tous les contenus. Toi aussi, on t'a dit ça. Voilà, faire Twitter, 3 minutes, monsieur Stéphane. Exactement, 3 minutes, 5 minutes sur YouTube, il faut absolument. Et en fait, à un moment, on a eu cette forme d'infobésité, je crois que c'est le terme, mais trop de notifs, trop de choses très courtes, et je suis allé plutôt à l'envers. Et l'idée, c'est de passer un moment sympa, donc on se tutoie, on se marre, etc. Et on ressort, on a appris plein de choses, on ressort normalement peut-être plus intelligent, c'est un peu mon objectif en tout cas. Combien de saisons maintenant, Mathieu? Alors, je ne fonctionne pas vraiment en saison, je déverse des épisodes depuis 5 ans. Donc je dois être à près de 250 épisodes. C'est aussi important pour expliquer le succès d'un podcast, c'est la récurrence. Exactement. Bien. Donc 500 000 écoutes, c'est considérable. C'est vraiment un beau succès. Et puis au-delà, tu as lancé un label, je crois, qui s'appelle Orso Média, c'est ça? Exactement. L'idée, en fait, c'est qu'après, avec le succès de Génération Do It Yourself, on a réussi à le monétiser assez bien. J'anime un deuxième podcast qui s'appelle La Martingale, qui est sur les finances perso. Et puis on a créé d'autres podcasts chez Posa Vostra, Le Panier, exactement, Mediarama, If This Then Dev. Et puis après, on a eu pas mal de podcasteurs avec qui on s'est mis à travailler et on les a aidés à monétiser. À un moment, on s'est dit, bon, on a un savoir-faire, on va faire comme ce qui s'est passé sur YouTube. Je ne sais pas si tu vois ce qu'étaient les MCN, les Multi-Channel Network, Squeezie, Cyprien, Norman, etc., qui sont alliés. Qui sont sous l'entité Webedia aujourd'hui. Exactement. Pour aller dialoguer avec des sponsors, des marques, des partenaires qui permettent de monétiser tout ça, tout en restant dans une approche intelligente. Je parle de sponsor, on est vraiment plus sur du sponsoring que sur de la publicité. L'idée, c'est vraiment de travailler main dans la main avec des partenaires et pas de balancer des hommes sandwich comme ça se fait sur Instagram aujourd'hui, ce que je trouve finalement pas très sensé. On est assez en face sur ce point, évangéliser sur la valeur de la marque et du partenaire. Exactement. À tes côtés, une marque, et il a pas mal évangélisé, c'est dur à dire, de son côté, mais dans le secteur des médias. Il est le directeur du numérique et de la production de Radio France, monsieur Laurent Frisch. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Alors, on disait que Mathieu cartonnait, mais tu n'as pas à te plaindre du côté Radio France aujourd'hui. Non, ça va. Quoi, un podcast sur deux? On a franchi en janvier la barre pour la première fois des 100 millions de podcasts écoutés sur un mois. Voilà. Et puis après, il me fait passer pour un nain. Mais lui, c'est combien de podcasts aujourd'hui, Radio France? C'est France Inter, c'est France Culture. Ouais, on a 7 chaînes. Alors les deux plus grosses, c'est France Inter et France Culture. C'est deux vraies grosses chaînes de podcasts, les deux premières en France. On a aussi France Info qui commence à en produire, il est vraiment bien. France Bleu, France Musique, FIP et Move. Et pas seulement du replay de podcast, du podcast natif. On en parlera tout à l'heure, la différence entre podcast natif et podcast replay. Et en gros, un podcast sur deux écouté en France, c'est issu de Radio France aujourd'hui. Oui, ça doit être ça à l'ordre de grandeur.
Bon, alors il me semblait important, Laurent, que tous les deux, que tu sois en plateau, car aussi Radio France tente de ne plus dépendre des plateformes de distribution des géants de la tech, tel Apple Podcast notamment, qu'on connaît bien ici, ou encore Spotify. Tu vas essayer de nous expliquer pourquoi. Et enfin, dernier chroniqueur, mais pas des moindres, un journaliste, allez, un youtubeur, on les appelle comme ça aujourd'hui. Allez, est-ce que les youtubeurs ne sont-ils pas des podcasteurs aujourd'hui? Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Et oui, Olivier, alors moi je pense qu'on fait un peu tout maintenant. Moi je fais du YouTube, du TikTok, ça m'arrive des fois de faire que de l'audio. Tu vois, ORLM, il y en a qui l'écoutent dans la voiture même sans l'image. Ouais. Donc c'est un peu un mix de tout ça. Ce qui est intéressant en plus, c'est le public cible. Je vois maintenant les jeunes regardent justement beaucoup plus TikTok que YouTube. C'est une des premières depuis un an là. Et TikTok, c'est des contenus assez spécifiques parce que c'est très court en fait. Ouais. Donc on s'est remis. Là on parlait de longueur de pod. Effectivement, t'as des gens qui te suivent de manière très régulière sur tes chaînes, tes podcasts. Mais la jeune génération aujourd'hui, c'est plus compliqué de l'amener là-dessus. Déjà qu'elle lisait pas beaucoup, maintenant elle se met à avoir des contenus courts. Donc faut aller la chercher. Tu vois, c'est toujours le les petit jeu sur Facebook maintenant, c'est connu. Hein. Oui, mais même les podcasts. Je pense que la moyenne des gens qui écoutent les podcasts, c'est intéressant à voir, mais je suis pas sûr que ce soit les plus jeunes. Mais comment? Que dites-vous, Monsieur Policani? Alors, on va en parler justement. Didier des podcasts. Moi, ça fait vraiment plaisir de parler de ce sujet-là, parce qu'après tout, on refait le Mac, c'est un podcast, hein, même si on a adopté un format vidéo. Il y avait historiquement des podcasts audio, des podcasts vidéo, et c'est vrai que on fait un peu, le genre ne s'est pas vraiment développé, c'est plutôt fini sur YouTube. Regardez une réaction sur Twitter, hein, ça vous allez voir, c'est le fil rouge de cette émission, les réactions Twitter de nos tweetos via le compte Twitter de ORLM.tv. Réaction de Mano, un petit peu d'étymologie. Le terme podcast, c'est un mot qui a été créé en 2004 par le journaliste de la BBC Ben Hammersley dans un article de The Guardian, et il est donc la contraction d'iPod et de broadcast, qui veut dire diffusion. En effet, le format existe depuis pas mal d'années maintenant, depuis l'iPod, hein, au début des années 2000. Il a rencontré un immense succès, un franc succès très rapidement aux États-Unis, une vraie lame de fond, hein, qui touche aujourd'hui un Américain sur deux. C'est un peu tardé en France. Regardez, on voyait déjà en 2005 ces images de Steve Jobs présentant la version de iTunes qui accueillait pour la première fois les podcasts. 2005, une éternité au rythme d'Internet. Et ça y est, ça arrive enfin en France. Ça a pris du temps. En décembre 2021, 140 millions de téléchargements en France. Hein. Mais on en parlait en préambule, les amis. Il faut différencier aujourd'hui le podcast replay de la radio, et c'est pour ça que beaucoup de gens associent le podcast à la radio. Du podcast natif, c'est quoi la différence concrètement, Laurent? Alors, moi, je peux pas te répondre, en fait, je sais pas. Je savais dire il y a quelques années, parce qu'on différenciait de façon claire les podcasts qui venaient de la radio, qui faisaient du replay, comme le replay, qui est un terme d'ailleurs qui vient de la télé, hein, au départ. En clair, et puis les podcasts qu'on appelait... Je vais réécouter la matinale de France Inter. Ouais, par exemple. Voilà. C'est du replay. C'est du replay. C'est pas du podcast. Je sais pas. Pour moi, le podcast, c'est du contenu original. C'est du replay, si tu veux. Et puis, il y a du podcast natif, qui était le podcast qui naissait sur Internet, qui vivait sur Internet. Et c'était deux mondes complètement séparés, étanches, qui ne se parlaient pas. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Enfin, en tout cas, de notre point de vue, ce qui compte pour les gens, c'est d'écouter du son, d'écouter des propos, d'écouter des choses. Quand tu as un documentaire qui est en 5 épisodes, qui est produit, puis qui est diffusé en podcast, puis un jour qui passe à la radio, qui est diffusé à la radio, puis après que les gens écoutent en podcast, parfois sans savoir que ça vient de la radio. Je ne sais pas si les gens font vraiment la différence. On a complètement multiplié les formats, des programmes radio qui sont diffusés en avant-première en podcast, des podcasts qui finissent diffusés à la radio, des podcasts qui naissent sur Internet, qui deviennent des programmes de radio, qui redeviennent des podcasts parfois. Je pense à Blockbuster, par exemple, de Frédéric Sigris sur Internet, qui pendant l'été est un programme de radio, mais qui pendant la saison a des versions uniquement Internet, puis qui à un moment peuvent se retrouver après la radio. Donc franchement, nous on ne fait plus vraiment la différence. On sait que pour les gens, ce qui compte, et on appelle tout ça podcast, ou balado-diffusion comme disent les Québécois, ou écoute à la demande, ou audio à la demande, comme on est censé dire, je crois, en France. C'est juste des programmes qu'on veut écouter quand on veut, quand on aime, quand on a envie, sous un format ou sur un autre, que ça vienne de la radio, que ce soit passé par la radio, que ça passe par la radio un jour ou pas. Mathieu, tu vois encore une franche différence? Moi, je pense que peut-être à Radio France, elle est inscrite sur peut-être d'autres chaînes un peu de radio plus privées, la différence est moins notable. Mais là où je vois une vraie différence, c'est que dans le champ du podcast natif, on a un univers de possibles qui est beaucoup plus large en termes de créativité, de longueur,
pour plein de raisons. Parce que déjà, le broadcast passé en live, typiquement des contenus de 2h30, 3 heures. J'attends toujours que France Info, France Inter me propose de faire ça. Mais je pense que c'est pas possible parce que c'est trop long. En fait, c'est des formats qui doivent être formatés. Donc, oui, en tant que journaliste, on est formaté à respecter une durée, à respecter un rythme. Voilà. Sinon, la personne. Tous les journalistes avec qui je travaillais au début ou qui ont pu me conseiller me disaient il faut que tu fasses un 52 minutes. Comme ça, un jour, peut-être, il passera en télé, en radio, etc., etc. Et donc, du coup, je dis mais j'ai pas envie. En fait, j'ai envie de faire ce que je veux. Donc il reste une différence là-dessus qui est importante. Maintenant, là où je comprends et je rejoins Laurent, c'est que est-ce que parce qu'à un moment c'est passé en live sur Twitch, sur Clubhouse, finalement comme ici en vidéo et qu'on le retransforme en contenu audio, on ne peut pas dire c'est un natif parce qu'il a eu un autre usage. C'est vrai qu'à la fin ça vient techniquement sur les mêmes plateformes et c'est un contenu audio qu'on propose. Et il y a une autre approche, c'est que le live et le broadcast coûtent quand même beaucoup plus cher. Bien sûr. Et donc, on ne peut pas faire de la niche très très niche, quoi. Et au-delà, je pense, parce qu'une particularité de ton podcast, c'est que tu fais venir, tu l'as dit, des entrepreneurs, des gens parfois très très connus. On a eu la chance également de le faire dans On refait le Mac, mais au départ, on disait on est un podcast, ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait, quoi. Oui. Aujourd'hui, c'est quand même, ça commence à rentrer dans les mœurs. Ça a explosé aux États-Unis, il a fallu du temps. Là, on voit vraiment qu'il y a voilà, et les gens comprennent ce que c'est un podcast aussi, c'est même carrément devenu à la mode aujourd'hui. Alors oui, il y a quand même, là tu vois, il y a encore un gros avantage à s'appeler France Inter, oui. Parce que tu vois, ce matin, il y avait, je sais pas, Fianso qui était sur la matinale d'Inter, et ben moi j'ai du mal à avoir Fianso, même si j'ai un des plus gros podcasts en France, tu vois, parce que pas compris encore exactement l'intérêt, la durée, etc. Donc il y a une question de marque et tout ça. On n'a pas encore percé tout ça, alors qu'aux États-Unis, tu vois, il faut que je leur dise, mais regarde, Snoop Dogg, il a fait tel et tel podcast, il fait ça, etc. C'est pas si simple. Ça commence à venir. Et puis peut-être l'accélérateur, on va décrypter ensemble dans le prochain chapitre les raisons du succès aujourd'hui, mais un des accélérateurs, il faut bien voir de temps en temps des choses positives dans des choses qui le sont plutôt moins. La pandémie a joué un rôle autour de la popularisation des podcasts ou pas ? Alors ouais, mais alors je vais quand même dire un truc, c'est que les podcasts, c'est arrivé avec Apple, avec la contraction du mot iPod, ça a bien évolué. Moi quand j'étais gamin, c'est Eugène Sacomano qui fait On refait le Mac. Ouais. Moi quand j'étais gamin, je l'enregistrais à la radio, j'enregistrais sur des petites cassettes. J'enregistrais de la musique sur des chaînes musicales, je dirais pas lesquelles pour garder une neutralité qui me sied en tant que service public. J'enregistrais, je faisais mes montages, j'avais mes cassettes et je m'enregistrais des programmes que je voulais écouter après. Finalement, je me faisais presque mon usage du podcast sans le savoir, mais c'était il y a longtemps. C'était des radios libres, les années 80. Du mal à le diffuser, dirons-nous. C'est ça, en fait. Alors, ce qui a changé, c'est les possibilités technologiques démultiplient les facilités de produire pour tout le monde et les facilités d'accès pour le public. Ça change effectivement. Est-ce qu'il y a eu un accélérateur ? Moi, je ne suis pas d'accord en fait de dire que la France était à la traîne sur les podcasts. C'est pas vrai. D'ailleurs, quand on demande à Apple, qui est la première plateforme de podcasts, quand on allait les voir en 2015, quand tout le monde parlait de Serial et ce genre de trucs, eux, ils nous disaient, mais en fait, en vrai, la France, vous êtes déjà un pays très important pour nous au niveau des podcasts. On était bien plus important que notre poids démographique dans le monde ou même dans les clients d'Apple. Simplement, on n'en parlait pas. C'était peut-être une zone d'ombre de la presse, des médias, etc. On n'en parlait pas. Et puis, des phénomènes ont fait que, notamment Serial venant des États-Unis, fait qu'on a commencé à en parler. Des studios se sont montés en France. La production a commencé à s'émanciper des radios et d'une forme aussi d'amateurisme qui existait déjà en France, qui produisait des choses bien, mais un peu hors de tout cadre. Et on a commencé à en parler et prendre conscience. Après, il y a quand même eu un phénomène, c'est les smartphones. Là. Ouais, moi, j'ai mon téléphone toujours à côté de moi, comme tout le monde, comme 80%, 90% des Français, je ne sais plus exactement. Tu peux dire la marque, on n'est pas régi par le CSA. Je ne sais même pas quelle est la marque de mon iPhone. Et simplement, on a un accès bien plus simplifié aujourd'hui entre la qualité des réseaux qu'on a, la qualité des appareils qu'on a, ne plus être obligé de télécharger avant d'écouter, donc avoir une écoute que je découvre, etc. Donc tout est devenu beaucoup plus simple. Et ça a aidé aussi à l'explosion des podcasts ces dernières années. Alors on va rentrer plus en détail, on va essayer de comprendre à présent dans ce prochain chapitre les raisons du succès des podcasts.
Pourquoi écoutez-vous un podcast? C'est la question du sondage qu'on vous a proposé cette semaine sur le compte Twitter d'ORLM.tv. Vous étiez 68,9% à répondre l'écoute à la demande tout simplement, donc la fonction de base du podcast. Puis 16% à répondre pour l'expertise des invités. Moi, c'est un point très important, l'expertise des invités dans les podcasts. 7,8%, on va en parler en fin d'émission, parce que ça a fait polémique avec Spotify, pour on peut tout dire ou presque. Et enfin, pas de limite de durée. Bon, je trouve que c'est également un point très important, tu l'as souligné Mathieu. 7,3%. Donc l'écoute à la demande, ça désigne plutôt les podcasts qui proposent le replay d'émissions de radio. On l'a dit, la force d'un podcast natif, c'est la qualité des intervenants. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que vous en avez l'illustration aujourd'hui. C'est là-dessus que tu as fait ton fonds de commerce, entre guillemets, parce que tu as des témoignages toujours assez extraordinaires, Mathieu. Oui, et c'est vrai que c'est assez bluffant parce que donc moi, mon trip, c'est de dire on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Donc, je vais chercher des gens, et je crois assez fondamentalement que quand on fréquente des gens qui ont fait des choses incroyables, ils vont nous inspirer, ils vont nous ouvrir les écoutilles, ils vont nous... et puis récemment, j'ai eu, je sais pas, Axel Alétruc et un sportif de haut niveau qui a eu un gros accident de motocross, qui est devenu paraplégique et qui a gagné en 2020 le Paris-Dakar dans une catégorie de valides sur des espèces de buggy. Tu écoutes son truc et tu l'entends dans cet épisode, tu te dis mais en fait dans la vie je peux tout faire, quoi. Tu vois, il y a des gens qui ont moins de chance que moi et qui vont faire des trucs complètement dingues en fait. Et quand tu vas voir des gens, que ce soit, je sais pas moi, le patron de VP ou ça peut être, tu vois, Catherine Painvin qui a fondé Tartine et Chocolat et que tu passes 2h30, 3h. Il m'a marqué celui-là, ouais, mais et ça a été pour moi un point de bascule d'ailleurs. C'était mon numéro 40, je me souviens du numéro. Il a vraiment emmené le podcast dans une autre dimension et une femme qui est née en 1947, tu vois, donc elle a l'âge de mon père. Et en fait, un épisode comme ça, tu découvres une femme qui t'emmène dans un univers qui te montre qu'il n'y a pas de limite. Et tu prends le temps de passer du temps avec elle. Et ce que je veux dire, c'est que dans la qualité de ces invités, les gens qui ont fait des trucs de fou, les gens qui emmènent des boîtes, alors, le marqueur c'est des milliards, c'est comme ça aujourd'hui, des licornes, tout ce que tu veux, mais ça peut être des champions olympiques, des champions du monde. T'es pas champion olympique, c'est ce que me dit Edgar Gros-Piron, t'es pas champion olympique par hasard, c'est pas possible. T'arrives pas. Allez, il y a un exemple, tu le vois tourner sur TikTok, on parlait de TikTok tout à l'heure, c'est cet Australien qui fait du short track, vous l'avez vu passer peut-être, qui arrive là par hasard. Il y en a un, c'était en 2020 ou en 2000, pardon, ou en 2002. Voilà, il y en a un, c'est tout. Tous les autres, et en fait, ils bossent plus que les autres, ils font les choses différemment, ils ont eu de la chance aussi, il y a ça rentre. Ça joue énormément. Mais voilà. Et donc, quand tu parles avec toutes ces personnes, tu découvres, tu t'inspires, tu apprends. Et c'est un peu l'idée. Alors regarde cette réaction d'un tweetos sur le compte d'ORLM.tv. Pour moi, le podcast est le format où on va là le plus au fond des choses. Pas de contraintes de temps ou de forme ou des idées qui peuvent être développées plus qu'ailleurs et une multitude de sujets de niche passionnants. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Et puis on donnera un petit peu la parole à Didier. Pas de contraintes de temps, pas de format imposé. On prend le temps de ces sujets là où dans les médias traditionnels il faut aller vite. Tu le confirmes? Tu lâches la bride à tes journalistes à Radio France? Oui, de fait, dans la durée, on a le temps en podcast. Mais en vrai, on a le temps aussi à la radio. Il faut juste prendre le temps d'aller l'écouter. Ouais. Quand vous avez des grandes traversées de France Culture, en 5 épisodes de 1 heure, ou dans le passé peut-être même de 2 heures, des séries, des chemins de la philo, sur toute une semaine, en fait, vous prenez le temps de développer les choses. Simplement, vous les rythmez. Je voudrais d'ailleurs donner un chiffre qui vient d'une étude qu'on a faite sur nos propres podcasts, qui est que quand on a des durées longues, Mathieu disait qu'il avait le temps, et c'est bien d'ailleurs, c'est passionnant ce qu'il a raconté, et puis ça s'écoute d'une traite. Mais on a remarqué quand on arrivait à scénariser nos podcasts, et plutôt que de faire 1h30 d'un tenant, en faire 6 épisodes d'1 quart d'heure, pour dire la même chose avec le même invité, mais en ayant un modèle de réalisation qui te permette de découper comme ça, on engage plus les gens. Parce que, en vrai, 1h30, tu te dis, bon, je risque quand même de perdre mon temps. Si le truc n'est pas terrible, faut se lancer, quoi. C'est comme quand on t'annonce un film de 3 heures, tu regardes bien les critiques avant d'y aller, quoi. Tu vas être sûr que tu perds pas ton temps. Alors que quand tu as des modules comme ça plutôt courts, je me lance, au pire j'ai perdu 10 minutes, 1 quart d'heure, mais si le truc est bien, tu les enchaînes. Et tu les enchaînes et tu arrives en fait à la même chose, mais avec une dynamique. Le podcast te permet ça aussi, un découpage assez précis du truc qui te permet de garder une dynamique nouvelle, peut-être différente de celle qu'on entend à la radio et de celle qu'on entend dans certains formats de podcast. Moi j'ai remarqué une chose, je ne sais pas si c'est ton cas Mathieu, mais pour On fait le Mac par exemple, les gens nous regardent en plusieurs, ils n'ont pas forcément, ça dure 1 heure, 1 heure et quart.
frères, donc ils nous regardent. C'est ce que j'allais dire, c'est que tout ça, les gens feuilletonnent, en fait, comme un roman. Et en tout cas, ma manière d'écouter, j'écoute beaucoup de podcasts américains qui, pour certains, sont longs, très longs, jusqu'à 4 heures, plus longs que les miens potentiellement. C'est feuilletonné, c'est-à-dire que là, je suis en scooter, j'ai des écouteurs Bluetooth, j'écoute 5 minutes, 10 minutes, je repars, je reprends 5 minutes, 10 minutes, et je peux écouter un podcast de 2h30, 3 heures en 15 fois, 20 fois. Je peux l'arrêter si c'est pas bien, mais j'accepte aussi une chose, c'est qu'il y ait des moments où il y a des manques de rythme. Et c'est OK. Ce que je veux dire, c'est que comme dans un roman, quand je sens qu'il y a, tu vois, je veux relancer et on me dit là. Oui, mais quand tu connais l'animateur, que tu sais où t'es, eh ben en fait, c'est comme dans un roman, quoi. Tu dois pas toujours être au zénith, au taquet. Et moi, c'est un des trucs que je reproche à la télé des années 2000, à des, tu vois, enquêtes exclusives, machin. On a tourné des enquêtes exclusives avec moi, où j'étais là. J'avais une journaliste qui était là, qui me disait, qui me reposait 20 fois la même question, en me disant, mais dis-le, c'est ce que tu penses. Et ils étaient venus avec l'idée de ce que je devais dire. Et derrière, ils faisaient 20 heures d'enregistrement pour te sortir 7 minutes. 20 heures pour 7 minutes. Tu vois, en fait, moi, aujourd'hui, le deal, il est simple. Avec mon invité, avec mes auditeurs, tout ce que j'aurais enregistré entre le moment où j'aurais appuyé sur le bouton enregistrer et le moment où j'aurais réappuyé sur le bouton enregistrer, vous l'aurez. Il y aura tout. Et après, si d'ailleurs il y a des gens qui veulent le reprendre en open source et le remonter, je suis OK avec ça. Je veux bien un petit cut du revenu qu'ils feront, mais je suis OK avec ça. Ça, c'est le médium. Hein. Le médium permet ça. Le podcast, le son en général, le son tolère un peu de silence, un peu de calme, un peu d'hésitation. Beaucoup moins que l'image où on est dans un dispositif de spectacle. La première chose qu'on m'a appris à l'école de journaliste quand j'étais à Marseille, c'est de dire surtout pas de silence. La radio, c'est vrai également. Alors que moi, quand j'ai des gens qui utilisent sur la fonction Apple notamment couper les silences dans le... moi, ça m'horripile. Je veux dire, parmi les plus beaux moments de mes podcasts, il y a des silences de 15 secondes. Un silence, c'est ça en fait. Et en fait, où tu te dis, quand moi je réécoute assez peu, mais quand tu entends un truc et que tu entends quelqu'un qui réfléchit à une question que j'ai posée et tu sens qu'il va sortir un truc, bah en fait, le couper, je me dis, mais c'est tellement dommage. Allez, on va donner la parole un petit peu à notre journaliste et youtubeur. C'est plutôt un paradoxe, Didier, dans une société où tout va plus vite. On aurait, à l'inverse, besoin de prendre son temps pour aller au fond des choses. C'est aussi ça, la recette d'un bon podcast, Didier. Oui, mais c'est très intéressant ces débats, et d'ailleurs ceux qui nous écoutent sont habitués à ce format. Tu vois, en plus, il y a le côté, je sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais c'est vrai que le fait de tourner dans les conditions du direct, le fait de ne pas monter les choses, c'est assez important puisque en fait, tu as une vraie conversation. À l'inverse, c'est clair que moi, par exemple, tu vois, je teste pas mal de voitures électriques là depuis un an. Tu as remarqué. Et je me suis aperçu parce que quand tu conduis, il y a beaucoup de moments où tu sers à rien un peu. C'est-à-dire que tu es obligé d'être concentré sur ta conduite. Et puis, que tu fais en ce moment, si je peux. Voilà. Mais tout ce temps, en fait, ce temps que les gens n'ont pas forcément, donc c'est le temps que tu vas avoir dans le métro, dans tout un tas de circonstances. Comment dire, il est utilisable en fait, et c'est très intéressant de voir que, tu vois, moi je me mets à écouter des choses dans la voiture où effectivement je peux perdre un peu mon temps de temps en temps, mais pour approfondir des choses, alors que c'est vrai que dans notre quotidien, dans notre vie un petit peu stressée, urbaine, où j'en sais rien, tu vas en pause, tu vas aux toilettes, tu vas en réunion, tu lances vite un truc, tu vas pas lancer un podcast de 1h30, tu vas lancer du TikTok, du contenu très court, et d'ailleurs, enfin désolé, je pars un peu dans tous les sens, mais par rapport à ce que disait tout à l'heure, je sais plus qui, sur le fait de découper comme ça les podcasts, en fait c'est intéressant aujourd'hui parce que tu as tellement de médias différents qui peuvent avoir l'étiquette podcast que finalement effectivement tu peux découper tes contenus, c'est-à-dire que même une vidéo YouTube peut faire un podcast, une vidéo YouTube peut faire des TikTok, et après en fait tu arrives à capter les utilisateurs. Mais je dirais que ce qui différencie beaucoup les podcasts de ces vidéos YouTube, tu vois, nous on fait des petits articles, des petits vidéos shorts, des petites présentations de produits, enfin on part un peu dans tout un tas de domaines. C'est vraiment ce côté où les gens ont pris l'habitude d'écouter une émission, ils choisissent leur sujet aussi en amont, ils veulent aller au fond des choses, et il y a une vraie démarche active, tu vois, qui est moins vers le contenu qui revient vers toi sur Facebook et tout. Tu vois, en télé, en radio, ce genre de choses, les tunnels comme ça, c'est proscrit, tu vois, dans les podcasts, on peut les faire. Oui, mais comme on le disait là, en voiture, ce temps mort, finalement, encore une fois, il est OK. Et évidemment, on y pense, tu vois, quand tu réalises. Mais moi, j'ai fait des épisodes, je sais pas, je pense que Sébastien Delafont, Meilleurs Agents, ou Quentin Sagnier de Vialet.
on était confinés. Il y a un moment où entre 1h15 et 1h30, il y a peut-être ce que j'appelle un ventre mou dans l'épisode. Mais en fait, la fin de l'épisode est fantastique. Et du coup, en fait, je pense que ce ventre mou, il sert même à l'auditeur. Puis j'ai remarqué, à titre plus personnel, que alors nous, c'est un peu différent. On n'est pas dans le même secteur, mais souvent on reçoit des gens qui ne nous connaissent pas ou qui se disent, tiens, notamment s'ils travaillent chez Apple, ils ont très peur de parler, ils ont très peur de s'adresser aux journalistes. Même s'ils ont quitté Apple, ils ont souvent signé des NDA qui sont... Voilà. Et souvent, il nous faut du temps pour les mettre en confiance. Et c'est vrai qu'une interview au long cours, plein de fois, j'ai eu des responsables d'Apple qui sont venus dans cette émission nous parler de leur expérience. Et une première chose qu'ils nous a dit, je ne parlerai pas de Steve Jobs. Ah ouais, ça va pas être cool. Tony Fadell, par exemple. Je me souviens qu'on a eu Jean-Marie Hulot, qui était le fondateur, le papa de l'iPhone, qui a glissé à l'oreille de Steve Jobs l'idée de faire un téléphone. Je ne veux pas parler de l'iPhone ni de Steve. Enfin, Jean-Marie, tu vas parler. Et c'est une conversation. Il se sent, je ne dis pas quand il a versé un peu de vin dans son café, mais pas loin. Mais voilà, il y a besoin d'être mis en condition et la durée joue beaucoup. Je suis assez d'accord. Pour sortir des éléments de langage. Ouais. Regardez, tu vois, tu nous invites, Mathieu et moi, on démarre tout de suite. Oui, mais t'as pas besoin de mettre du vin dans nos verres. Et puis vous avez j'espère, vous avez confiance. Vous n'avez pas vu encore la fin de l'émission. Ah ouais. Regardez cette réaction de Sylvain, toujours sur Twitter. Sylvain Charrois, outre l'écoute à la demande, ça la reste. Le podcast, mon format préféré, on peut l'écouter partout. Dès qu'on en chope un peu de réseau, c'est téléchargé. C'est vrai que le streaming, tu as raison, Laurent, ça a changé la donne. Et en plus, c'est aussi bien plus simple à produire que de la vidéo. Ça, je suis d'accord. Mathieu, juste question pour ceux qui veulent se lancer. Est-ce que c'est vraiment accessible à tous de lancer son podcast audio ? La réponse est oui. Déjà, financièrement, ça demande du temps. Mais financièrement, c'est oui. Alors, il y a des applications comme Anchor, etc., qui permettent d'enregistrer typiquement avec un téléphone. Moi, je dis qu'il y a un minimum d'investissement à faire, qui est environ, si tu tapes matériel podcast sur Google, tu trouveras un truc que j'ai posté, pour 400-500 euros max, tu vois, tu achètes un Zoom, pour 350 euros, tu as un matériel vraiment décent. Il faut, en revanche, pas rechigner sur la qualité audio. C'est-à-dire qu'un truc qui est éliminatoire, ça tu me diras pas le contraire, mais bon, ça vous concerne même pas. Ouais, mais chez beaucoup de podcasteurs amateurs, c'est de faire des choses qui sont OK. Ouais. En fait, OK, c'est pas suffisant. L'audio doit être nickel, limpide. Un endroit un peu confiné, tu dois parler proche de ton micro. Typiquement, tu proscris les écouteurs Bluetooth parce que trop loin, trop de problématiques, etc. Donc, même juste un casque audio Apple, si tu as un invité à distance, c'est nettement mieux. Enfin, un casque filaire, pardon, je veux dire. Mais voilà, il y a quelques petites choses à savoir. Mais il suffit de faire 2-3 épisodes et on les apprend vite. En revanche, moi, quand j'écoute un podcast et que j'entends que le son est mauvais, peu importe le fond, si la forme n'est pas bonne, tu l'écoutes qu'une seule fois et tu le bannis à jamais. Hein. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Travailler la forme sur le son. Et à la fois, moi, j'ai écouté des podcasts. Je pense à un épisode incroyable de Jocko Willink avec un type qui s'appelle Johnny Kim. Si vous avez 4 heures devant vous, extraordinaire, c'est en anglais, des ex-Navy SEAL qui se racontent. Johnny Kim est allé, pardon, je digresse un peu, mais dans le contexte. Est allé en Irak avec ce Jocko Willink. Ils ont fait donc la guerre ensemble. Après, il a fait Harvard Med School et ensuite il est devenu astronaute à la NASA. Pour te positionner le bonhomme, sachant qu'il est enfant d'immigrés coréens, ça vaut bien 4 heures de ton temps. Et cet épisode, il commence, il n'y a même pas de jingle. Ça commence, boum, voilà, rien. Il parle, boum, pendant 4h10 ou 4h20. Et c'est un des plus beaux podcasts que j'ai écouté. Enfin, c'est un des trucs les plus émouvants. Voilà. Vidéo, donc, je veux dire, j'entends trop de gens qui me disent il me faut mon logo, il me faut mon site internet, il faut que j'ai un jingle. Non, il faut rien de tout ça. Il faut 2 micros, un enregistreur, point, c'est tout. Et un témoignage. Mon plan social à Radio France, alors. Ah bon ? Non, je plaisante. Non, si on ne met plus rien autour, ça ne sert plus à rien. Non, c'est bien de les agrémenter aussi. Hein. Tu valides, Christophe, notre ingénieur du son, le Zoom Oui, il valide. Il est d'accord avec toi. Donc, tu veux rajouter quelque chose, non ? On enchaîne ? Oui, non, il faut produire le son. Moi, je suis totalement d'accord, évidemment, avec Mathieu. Il faut du bon son parce que nous, les êtres humains, on est bien moins tolérants à du mauvais son qu'à une mauvaise image. C'est vachement important. Après, il faut quand même réussir à le diffuser. Et parce qu'on ne fait pas ça que pour soi. Alors, si, ça peut être une démarche pour soi, d'abord, possible.
mais on cherche à trouver du public aussi. Et ça, c'est pas simple quand même dans la faune des podcasts qui existent aujourd'hui. Donc peut-être que pour réussir, au-delà de réussir à produire, il faut aussi réussir à diffuser, réussir à trouver son public. Et là, il faut peut-être en faire un tout petit peu plus. Alors, on parlera tout à l'heure ensemble, parce que vous avez toi, tu as trouvé une parade bon, tu as un grand groupe derrière toi. Toi aussi, tu as trouvé une manière aussi de te faire connaître, de sortir pas de l'anonymat, mais vraiment exploser et trouver des moyens de relier ton audience et la développer. On va se tourner vers Didier dans un instant, puisque c'est l'heure du busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé du côté d'Apple et de la planète Mac Forever. Et c'est Didier qui s'y colle comme chaque semaine dans On refait le Mac. Et oui, Olivier, le meilleur moment de l'émission finalement. Alors, on commence, Olivier, avec une. Alors là, c'est pas vraiment une rumeur, hein, c'est Luxshare, donc un sous-traitant d'Apple, qui se met, écoute, comme Foxconn, à produire des véhicules électriques. Alors pour un autre constructeur chinois. Mais tu sais qu'on parle d'Apple Car depuis un petit moment déjà, voilà. Et que voilà, ça fait quand même le deuxième gros fournisseur d'Apple qui se met à faire des voitures électriques. Donc forcément, on se dit peut-être, tu vois, il pourrait travailler avec. Évidemment, il n'y a absolument rien qui a été diffusé à ce niveau. Mais voilà, c'est des indices petit à petit sur le fait de voir arriver un véhicule made in Cupertino. Ouais, t'es vraiment viré ta cutie. Hein. Le Mac, ça t'intéresse plus. C'est que tu commences un busomètre par le véhicule électrique. C'est Apple, moi j'y suis pour rien. Bon, c'est pas grave. Allez, on va parler d'audio dans la deuxième rumeur. Oui, alors ça, c'est justement c'est très rare que les responsables d'Apple se confient justement dans des podcasts, dans des magazines. Et dernièrement, ils sont revenus un petit peu, tu sais, sur les différents formats qui ont été lancés sur Apple Music ces derniers temps, notamment le son spatialisé, le lossless. Et le lossless, rappelle-toi, on s'excitait avec Pépé, il y avait pas mal de gens là qui voulaient absolument du lossless sur leur produit Apple. Et ben, figure-toi qu'apparemment, c'est pas du tout un succès sur Apple Music. Donc, ils sont entre guillemets déçus de tout ça, parce que je pense que ça représente comme un énorme investissement technique. La raison qu'avance Apple en tout cas, c'est que le Bluetooth c'est pas à la hauteur du lossless et que du coup bah forcément personne quasiment peut en profiter parce que les 3/4 des gens écoutent ça en Bluetooth. On en revient d'ailleurs à cette histoire de qualité de son. Est-ce que voilà, il y a un certain niveau de qualité dont on a besoin et puis au-delà, est-ce que c'est vraiment utile pour la majorité des gens? C'est la grande question. Du coup voilà, peut-être que finalement tu vois c'était un petit peu un coup dans l'eau, en tout cas un coup marketing, quoi. Alors lossless, donc audio haute résolution, donc audio, hein, ça, je pense que ça vous touche tous les deux. Spatialisation Dolby Atmos qui semble avoir plus de succès si on utilise le casque d'Apple, évidemment, sinon ça marche pas. Une personne sur deux aurait testé la spatialisation sur Apple Music, c'est pas mal quand même. Ouais. La spatialisation, c'est quand je tourne la tête, j'entends par là et par là. Oui, c'est rigolo, c'est un gadget, mais c'est rigolo. Sur la très haute qualité, oui, il y a un éditeur français, Cobuzz, j'allais dire, voilà. Alors moi, je viens d'une famille, mon père a des platines SACD, etc. Mon frère est à fond là-dedans, j'ai jamais compris leur trip, mais parce que il y a un moment où, en effet, une fois que tu as passé un certain niveau de son, bon, c'est beau, c'est vrai que c'est superbe, mais il faut limite plus faire de bruit et tu vas dans une sorte de recherche de perfection où le moindre petit truc te rend fou, en fait. Donc, je pense en effet qu'il y a probablement une limite vers le haut. Une niche de marché. Une niche de marché, voilà. Ce que je disais, je pense en tout cas, je ne sais pas si tu me rejoins, mais moi, ce que je disais là-dessus, c'est qu'il y a un minimum nécessaire, c'est-à-dire que si tu es en dessous d'une certaine qualité, c'est inaudible, voilà. Laurent. Ouais, alors ça peut être audible et pas très agréable. On peut avoir une super qualité de production, ce que tu vantais tout à l'heure, et il faut. Mais il faut avoir aussi une bonne qualité de diffusion et je pense qu'il faut faire attention quand même à la façon dont on les diffuse, qu'on ait une assez bonne qualité parce que ça peut s'entendre maintenant même dans des casques. Alors évidemment, quand tu es dans le métro avec des oreillettes, tu fais pas forcément la différence. Mais dès que tu es dans un endroit un peu calme, dès que tu es chez toi, tu peux quand même sentir la différence entre un son qui est bien encodé, où tu as quand même un peu monté les débits. Et puis alors oui, après tu as le haut du gratin qui va écouter sur des chaînes. Sur la spatialisation, c'est pas que quand tu tournes la tête, hein. C'est aussi faire un effet 3D autour de ta tête. Nous, on parie beaucoup sur la technologie du binaural, qui est reproduire l'espace ou du son spatialisé avec juste des oreillettes. Comme un surround, en fait, comme un film, en fait. Ouais, c'est ça. Des instruments derrière, des instruments devant. Et j'ai 2-3 trucs là à vous recommander dans les fictions de France Culture, des choses comme L'Appel des Abysses, ou alors un podcast qui s'appelle FIP 360, c'est des captations de FIP avec des artistes de l'électro, notamment une captation de Jean-Michel Jarre qui est exceptionnelle, mais quelques autres aussi qui sont vraiment très bonnes, comme Chapelier Fou, où là tu bénéficies vraiment de ce qu'est une reproduction presque artificielle
logiciel d'un espace et ça te plonge dans un ailleurs immédiatement. Et là, c'est pas du gadget. Là, c'est vraiment une expérience. On a hâte de voir la vulgarisation des podcasts au format Dolby Atmos. Troisième info ou rumeur, Didier? Eh bien là, écoute Olivier, c'est un peu la grosse déception puisque tu sais qu'on s'attendait à du nouveau matériel Apple cette année. Didier, calme-toi. Oui, mais bon, le leaker là qui a sorti ça, il a quand même vu juste ces derniers mois et il nous annonce donc un MacBook Pro 13 pouces M2, donc un nouveau MacBook Pro 13 pouces et dont le design ne changerait pas. Écoute, il y aura encore la Touch Bar, il y aura encore le même design qu'il y a, je sais pas, ça fait depuis 2016 qu'on a ça. Voilà, écoute, je veux dire que ça sert à rien qu'on fasse un direct le 8 mars prochain à partir de 18h30 sur lm.tv, sur YouTube notamment et sur Twitch. C'est pas officiel encore. Bon, on va voir. Alors, soyez quand même au rendez-vous. Quatrième info ou rumeur? Oui, on parle encore un petit peu de Mac parce que c'est plus rigolo. Alors, tu sais qu'on attend un iMac un peu pro avec un écran mini LED notamment. Et celui-là pour arriver en juin à la conférence des développeurs. Bon, ça fait encore loin, on est encore à 6 mois. Donc voilà, il y aurait peut-être, tu vois. Mais franchement, tu sais que on en discutait tout à l'heure avant l'émission. Ça fait quand même longtemps qu'Apple n'a pas sorti un peu de produits là. Ils n'ont pas sorti grand-chose quand même l'an dernier. Il y a eu les Mac M1 Pro, mais c'est à peu près tout de vraiment marquant. Et cette année, ça n'a pas l'air la folie non plus, quoi. Un petit iPhone SE, un petit MacBook Pro qui ne change pas de design. L'année dernière, ils ont sorti un iMac, ils ont sorti un casque, comment il s'appelle, les AirPods Max. Ils ont sorti un Apple TV 4K, un iPad mini. Enfin, quand même. Bon, bref, allez. Le Jean-Pierre Coff de la tech. Cinquième info ou rumeur? C'est la plus grosse boîte du monde, il faut quand même qu'ils sortent des produits. Et dernière rumeur, donc tu sais que dans les dernières bêtas de macOS, on a accès à Universal Control, donc qui te permet de passer de ton Mac à ton iPad et puis au pire un autre Mac de manière transparente. Tu peux glisser des fichiers, tu peux bouger le curseur comme ça de gauche à droite. Et en fait, ça pourrait sortir justement le jour de la keynote, le 8 mars. C'est Mark Gurman de Bloomberg qui a sorti ça. Et d'ailleurs, tu sais qu'on nous a promis ça il y a presque un an. Tu te rends compte, même sur la partie software, on nous fait des promesses et ça arrive quasiment un jour. Il finira par avoir raison, ça va finir par sortir. Sauf si ça va finir par sortir. Mais ça a été présenté en juin 2021, ça sort en mars 2022, c'est pas mal. Tu vas voir qu'il va arriver l'Apple Car. Tu vas pouvoir retester les produits d'Apple qui vont t'enthousiasmer, du moins j'espère. Allez, retour sur le succès des podcasts. Vous êtes nombreux à nous demander des conseils pour se lancer dans un podcast. Pour vous répondre, retour sur le succès rencontré par Mathieu et Stéphanie et de Génération Do It Yourself. Je le disais à l'instant, Mathieu, beaucoup nous interrogent sur le succès du podcast et comment se lancer. Alors, raconte-nous tout simplement ton histoire, comment tu es venu à lancer Génération Do It Yourself et pourquoi tu as voulu lancer un podcast concrètement. Alors, il se trouve que il y avait, en effet, le podcast existait depuis assez longtemps, parce que je l'ai lancé en 2017, mais il y avait en France une sorte de trou dans la raquette. Il y avait Patrick Béja. Oui, Patrick, on connaît bien. Voilà, qui était là avec le rendez-vous tech. Il n'y avait pas grand monde de plus. Et puis, il se trouve que moi, j'écoutais beaucoup de podcasts, justement, Format Fleuve, Tim Ferriss Show. Patrick, il est l'un des premiers podcasteurs à avoir réussi à monétiser et vivre et on le salue, Patrick, et donc, il y avait son art. Il y avait très peu de podcasteurs ou de podcasts, il n'y en avait même pas du tout, sur des formats aussi un peu différents, assez libres, etc. Et moi, j'écoutais que ça depuis 2014. 2015, j'avais du côté des États-Unis. Oui, exactement. J'avais découvert donc Tim Ferriss Show, Joe Rogan un petit peu, on va en parler. J'avais découvert James Altucher et puis aussi toute l'équipe de Gimlet Media avec Startup, des trucs fantastiques. Et puis ensuite Serial et ce genre de podcast. Et en fait, j'ai complètement décroché sur tout le reste. Alors du linéaire, à part un petit instant radio le matin, je parlais de la matinale d'Inter auquel je reste à peu près fidèle, mais sinon plus de télé, plus rien, un peu de Netflix ou d'Amazon comme tout le monde, mais voilà. Et mes seuls contenus étaient vraiment non streamlinés. Mais privilégié, c'était le peu. Ouais, de 2014 à 2017. Et je me disais, il y a bien un Français qui va sortir ça. Et puis ça venait pas. Et à un moment, je me dis, je vais le faire. Peut-être qu'en fait, je suis légitime. Et puis j'ai commencé. Et en fait, j'avais entendu à cette époque-là, et j'ai vu que ça s'est vraiment réalisé en France ensuite, que le problème aux États-Unis sur les podcasts, c'était que les gens se lançaient. Il y avait énormément de podcasts qui étaient lancés, mais que tout le monde arrêtait au bout de 3, 4, 5 podcasts. Et moi, j'avais vécu ça avant sur les blogs, sur Instagram, où j'avais découvert ça. L'essoufflement. En fait, ouais, t'essayes, et puis à un moment, tu te demandes...
Voilà. Et donc, parce que c'est du travail. C'est du travail, ça prend du temps. De l'écriture, Exactement. Il faut se renseigner sur ses invités un minimum par courtoisie. Exactement. Lancer les invitations. Lire leurs livres, programmer, etc. Accessoirement, à côté, on a un métier. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, l'idée était de me dire, je veux me faire plaisir déjà, parce que ça, c'est important. Si tu te fais pas plaisir, voilà. Le fait de pas monter, ça aide aussi, hein, parce qu'évidemment, si tu prends un podcast que tu tournes pendant 3 heures et que tu montes, derrière, ça te prend au moins 3 heures. C'est le grand minimum et ça te prendra plutôt 6, 8, voilà. Donc du coup, moi j'ai vu énormément de personnes qui montaient en gros pour 2 heures de prod, qui montaient 2 jours derrière. Donc en fait, à un moment, quand tu n'as pas de modèle économique en face, à un moment tu t'essouffles au bout de 20, 30 épisodes, ça marche plus. Même sur modèle économique, physiquement, c'est... Exactement. Et donc du coup, l'idée c'est de se dire, moi j'ai pris un engagement envers moi-même qui est de me dire, je fais 10 épisodes déjà. Entre février 2017 et juin 2017, je fais 10 épisodes avant l'été. Et je vois si ça me plaît. Et si ça me plaît, si ça me rapporte pas quelque fixé chose... d'objectifs d'audience qu'on peut faire dans les médias. Non, j'étais vraiment dans quelque chose... À l'époque, je ne pouvais pas avoir d'objectifs d'audience. Et honnêtement, en plus, il faut se souvenir... Tu vois, j'ai beaucoup de gens qui me demandent mais à partir de combien c'est un succès ou voilà. Moi, à cette époque-là, je me disais, au bout de quelques épisodes, je faisais 500 personnes qui écoutaient mon podcast par épisode. Et je me mettais devant une salle de 500 personnes, mais tu vois, après j'ai eu 5000. Ouais. Tu vois, j'ai fait une fois une salle, un zénith avec 5000 personnes devant moi. Bercy, là. Tu fais pas le malin, tu vois. Et après, tu arrives à des 100 000 sur un épisode, 120, 130, 150. C'est tous les zéniths de France d'un coup. Et voilà, d'un coup, tu es sur un stade de France et demi, voire 2 stades de France. En effet, tu dis, ça commence à représenter du monde. Mais juste, souviens-toi que quand tu as 200, 300, 500 personnes, en fait... moi, je suis entrepreneur. J'ai des gens qui sont comme s'ils étaient dans une salle. Sachant qu'il y a quand même une vertu à ces 500 000, 100 000 ou 200 000, c'est qu'ils ont fait le choix de venir t'écouter. Exactement. Ils ont fait l'effort de venir t'écouter, alors que dans un format linéaire, je ne dis pas une critique, hein, Laurent, mais dans un format classique de radio ou de télé, je ne dirais pas qu'on subit le flux, mais on te l'amène, on te le sert sur un plateau, donc c'est quand même plus facile. C'est aussi plus facile de zapper, c'est vrai. Mais tu vois, c'est d'autant plus, la performance est d'autant plus belle, à mon sens. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Et quand est-ce que tu as senti la bascule ? C'est-à-dire, waouh, d'abord, il faut que je compte. D'abord, est-ce que tu t'es senti à l'aise de suite ? Et tu t'es dit, voilà, il faut du temps pour la prise de parole, même si c'est un métier où tu as l'habitude de prendre la parole, mais quand même, il y a un rythme à avoir, une condition à obtenir. Quand est-ce que tu as senti qu'il y avait une bascule, aussi bien toi, dans le plaisir de faire ton podcast, c'est important parce que ça s'entend, et au-delà, que le succès était au rendez-vous. J'ai vraiment, je crois, eu toujours ce plaisir. J'ai eu plus des problématiques internes, on va dire des combats internes dans ma tête avec moi-même qui étaient est-ce que je suis légitime, est-ce que je fais ça bien, est-ce que c'est trop long, est-ce que je parle trop, parce qu'évidemment, je parle trop dans mes podcasts, mais en fait, c'est pas grave. Les podcasts que j'écoute, les gens que j'écoute, ils parlent trop, et je suis OK avec ça, en fait. Et donc, les gens, il y a eu un moment où les gens me disaient, tu parles trop dans tes podcasts. Et donc là, tu te fais des nœuds dans le cerveau, et tu te dis, putain, je parle trop, c'est pas bien, etc. Et en fait, à un moment, je leur ai dit, mais c'est quoi ? Si je parle trop, mais va en écouter d'autres, il y en a plein d'autres, c'est très bien, tu vois. Et finalement, c'est aussi un style, c'est incarné, c'est quelque chose que les gens... Donc du coup, au bout d'un moment, quand tu as une grosse communauté, tu poses ces questions aux gens, comment je peux améliorer, qu'est-ce que je fais, est-ce que je parle trop ? Les gens disent, non, c'est aussi pour ça et c'est ce qu'on vient chercher. Donc à un moment, tu fais partie de ce game, tu l'incarnes, et c'est intéressant. Mais ça demande quand même pas mal de travail, parce qu'il y a notamment un moment où tu deviens, entre guillemets, un peu public. Et ça, quand tu n'as pas l'habitude, vous avez l'habitude, toi, tu as peut-être l'habitude, ou en tout cas, les émissions que tu produis sont comme ça. Et en plus, il est payé. Moi, j'ai ma mère et des potes et des gens qui me jugent, en fait. J'ai des gens qui disent... alors que quand tu fais ton boulot chez toi, tes présentations... Ils jugent et ils ne voient que les mauvais côtés. Hein. Ouais. C'est toujours comme ça. Là. J'ai vu ton podcast, ça, c'est ça. Oh, voilà. Nul. Okay. Et il y en a qui ne les écoutent même pas, mais qui les jugent aussi, tu vois. Donc, en fait, tu arrives à des trucs où... c'est potentiellement ça le plus dur à un moment. Mais avant d'en arriver là, ce que je veux vraiment dire, c'est que c'est la force du travail. C'est comme finalement aussi les émissions de radio et les YouTube et les TikTok, c'est épisode après épisode. Moi, je suis allé chercher mes auditeurs avec les dents, quoi. Ce que je veux dire, c'est que j'avais un dîner, je voyais du monde, je prenais leur truc. Tu sais ce que c'est qu'un podcast ? Non. Tiens, regarde, tu as l'application sur ton iPhone, puisqu'elle y est d'office, elle est préinstallée. Tiens, je t'abonne. Et j'ai installé, je le dis encore à la fin de mes podcasts, quand tu arrives au bout de 2h30, je dis, prenez le téléphone de vos amis et abonnez-les de force, tu vois. Et ils verront le truc popper. Et aujourd'hui, je pense que cette stratégie aussi, à force, fait que, tu vois, moi, je sais que j'ai plus de 60% de mes auditeurs qui sont sur Apple Podcast, ce qui est énorme par rapport à tous les autres podcasteurs. Mais je pense que comme je suis arrivé assez tôt,
et que j'ai vraiment incité les gens à s'abonner sur la plateforme et à abonner les autres, et ben voilà, donc c'est un travail de longue haleine. C'est pas du tout comme un TikTok où tu peux partir, te stratosphériser en 3 semaines. Voilà. Bouche à oreille finalement, qui fait. Bon, on va parler sur les techniques, on en parlait tout à l'heure avec Laurent pour se développer. On a beaucoup de retard, mais c'est pas grave, on est dans un podcast, on va prendre son temps. Mais voilà, si vous êtes en retard, ce ne sera pas ma faute cette fois-ci. Alors, Mathieu Laurent, quel conseil vous donneriez-vous à une personne qui souhaite lancer son podcast? Qu'est-ce qui est important? Le premier réflexe. Moi, je vais pas donner un conseil très très pratico-pratique. Je veux dire, il faut d'abord de la passion. Il faut aimer en écouter. Faut aimer ça, faut avoir la fibre. C'est le premier conseil. Le deuxième, faut avoir de l'inspiration. Faut avoir un vrai truc à raconter. Faut pas se dire je vais faire un podcast. Comme tant d'autres que j'ai entendus où je vais interroger quelqu'un sur un truc bateau parce que faut avoir un truc à soi, vraiment un truc à dire. C'est ça que j'appelle l'inspiration. Faut aimer le son en tant que tel. C'est quelque chose de particulier. Il y a des gens qui sont assez indifférents à ça. Moi, je suis dingue de son. Voilà, je sens quelque chose. J'ai des frissons quand j'entends un bon son. Il faut avoir ça, je crois, en soi pour aimer faire des podcasts. Puis, alors ça, Mathieu l'a dit tout à l'heure, moi je vais le redire, il faut du temps. Il faut se laisser le temps, il faut s'autoriser à prendre le temps, il faut l'avoir ce temps. Il ne faut pas bâcler ça. Il faut le faire en s'autorisant de prendre du temps et pour produire chaque épisode et pour avoir le temps d'en produire un certain nombre, pour mûrir son idée, pour mûrir son concept, pour laisser le temps aussi au format de s'installer. Donc pour respecter les personnes qui t'écoutent aussi. En gros, un épisode, c'est combien de temps de travail pour toi, concrètement? Moi, aujourd'hui, je sors environ 10 épisodes par mois, donc 6 de Génération du Yourself et 4 de La Martingale. Ça prend 40% de mon temps, c'est-à-dire, on va dire, 4 matinées par semaine, en gros. J'ai l'équivalent de 2 personnes à temps plein qui travaillent dessus en plus de moi. Donc voilà, ça fait quand même une certaine masse de travail. Et tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est quand on commence, il ne faut pas s'essouffler. Tu t'es donné 10 épisodes, et voilà, il faut vraiment instaurer une récurrence. Moi, pour On fait le max, c'est ce que j'ai vu. On a commencé de manière très modeste. En quelle année? En 2009. Tu vois, on a commencé en vidéo. Ça fait sourire. Je devais être maso, mais je suis toujours maso, je te rassure. On a commencé en 2009 dans mon salon et il y avait quelques centaines de vues. Et puis on a vu monter. Et voilà, c'est dans les médias, c'est la force de l'habitude. Il faut quand même, je pense, faire un travail honnête pour que les gens continuent à regarder. Mais le rendez-vous, la récurrence, se tenir à la récurrence et donner ce rendez-vous, moi, c'est la première chose qu'on m'a appris. Et là, peut-être où les convergences se font entre podcasts et médias, c'est que voilà, on prend l'habitude tous les dimanches, tous les vendredis, d'écouter On refait le Mac ou d'autres podcasts. Quel conseil tu donnerais, peut-être, ça m'intéresse en tant que journaliste, toi, quel conseil tu donnes aux journalistes de Radio France aujourd'hui? Moi, je considère que pour beaucoup d'experts comme toi dans ton domaine, dans le digital notamment, dans l'entrepreneuriat, c'est un formidable outil de personal branding. On n'est plus forcément associé à un média, on n'est plus forcément associé à une entreprise, mais on met en avant, on est une vitrine de son savoir-faire tout en prenant du plaisir. Moi, j'encourage tout le monde à faire du podcast. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? D'encourager tout le monde à faire du podcast? Oui, pourquoi pas. Si on a une certaine expertise dans ce domaine. De là où je parle, de là où je suis, à Radio France, j'encourage pas les journalistes ou les producteurs à faire leur podcast de leur côté. Parce que précisément, quand tu le fais en étant France Inter, quand tu le fais en étant France Musique, quand tu le fais en étant France Culture, tu es porté dans un projet qui est plus vaste et qui t'aide aussi, d'une part, qui est un tremplin, et d'autre part, qui donne d'office un contrat d'écoute avec le public. C'est dur quand tu démarres, que personne te connaît, d'installer un format, les gens ne savent pas qui tu es, ne savent pas si tu es journaliste ou pas journaliste, si tu es sérieux, pas sérieux, quand tu arrives avec une marque média, d'office, tu arrives déjà avec tout un imaginaire, j'appelle ça un contrat d'écoute en fait avec le public. Le public sait où il est quand il écoute France Inter, que ce soit un podcast qui est né sur Internet, un programme de radio, etc. Et par contre, tu peux lancer un podcast alors que tu n'as pas la chance d'appartenir à une grande radio et te faire remarquer par cette radio et te faire embaucher. Ça, c'est un beau... Ah oui, ça arrive, bien sûr. Ça, c'est un beau... Si je peux ajouter une chose, je voudrais parler de ce deuxième podcast que j'ai, qui est La Martingale. Oui. Et juste pour t'expliquer, je te disais tout à l'heure que j'avais un problème de légitimité peut-être jusqu'à ce que je le surpasse sur Génération Do It Yourself. Et en fait, sur La Martingale, qui est sur les finances perso, j'ai pris une approche totalement différente, qui était de me dire, je vais avoir 40 ans et j'y connais absolument rien à l'argent. Je me suis jamais intéressé à l'argent.
J'en avais pas beaucoup avant, même si j'étais entrepreneur. Souvent, beaucoup sont crève la faim jusqu'à ce que ça marche, de toute façon, quand ça marche un peu. Et puis je commençais à avoir un peu d'argent à ce moment-là et je me suis dit tiens. Et donc je me suis positionné, et ça c'est aussi intéressant pour créer un podcast, dans une position de newbie. J'y connais rien. Je vais aller à la rencontre des gens qui s'y connaissent. Et je vais essayer de comprendre où est-ce qu'il y a des commissions, comment tout ça, et tout décortiquer en fait. Et donc du coup, c'est intéressant. Tu vois, je sors aujourd'hui l'épisode 100 de La Martingale. Alors c'est plus difficile d'avoir ce positionnement aujourd'hui parce qu'après 100 épisodes, j'espère que je ne suis pas trop débile et que j'ai compris quelques trucs. Mais tu vois, il y a aussi cette approche de se dire, tiens, je voudrais découvrir un truc et je vais utiliser cette excuse. Alors ça fonctionne avec une chaîne YouTube, ça fonctionne avec un peu de TikTok. Il y en a plein qui le font sur les cryptos sur TikTok en ce moment. Il y en a plein, enfin voilà. Mais je trouve ça assez intéressant aussi de se dire quelle position je prends. Et tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait plus de frontières entre le podcast natif et le podcast radio, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Aujourd'hui, en clair, est-ce que c'est pas plus facile de tester un format en podcast et puis si ça marche, le mettre à l'antenne? Ouais, j'ai un peu exagéré en disant qu'il n'y a plus de différence. Il y a quand même des intentions, tu as quand même des flux vraiment live à la radio qui sont vraiment de la radio. Tu as vraiment des formats qu'on n'imagine pas mettre à l'antenne qui sont vraiment purement du podcast. Je dis qu'en fait, il s'est développé vraiment une zone grise juste de production en fait, qui sont aussi bien d'un côté que de l'autre. T'as moins le droit de te foirer à la radio en direct aussi. On a le droit, je pense beaucoup plus qu'à la télé en vrai. Et puis ça arrive, des blancs, et puis ça arrive des passages dans le tunnel à la radio. On a encore plus découvert ça avec le confinement et les gens qu'on avait à distance. Ouais, tu peux pas les couper, tu as vu, Didier tout à l'heure, on avait du mal. Donc ça arrive aussi, et c'est ça qui plaît à la radio. La radio, c'est pas le spectacle de la télé où tout doit être parfait, parfaitement ficelé. À la radio, tu peux te permettre une erreur, revenir dessus, bafouiller, éternuer, rigoler, alors que c'était pas prévu. Tout n'est pas scripté comme ça. Il y a une spontanéité qui existe à la radio qui est précieuse. Alors si on est sérieux, qu'on a un domaine d'expertise, qu'on veut le faire savoir, qu'on a de la persévérance, qu'on est du travailleur, qu'on a un bon set pour enregistrer ses podcasts en audio, comment fait-on connaître son podcast? Quels sont vos martingales, sans jeu de mots, qui sont pour vous indispensables pour mettre en orbite un podcast? Je pense que vous avez en effet une franchise, quelque chose qui est important, et comme tu disais, des responsabilités qui vont avec. Quand tu viens de nulle part et que, en fait, c'est le point le plus compliqué. Le podcast n'est absolument pas un média qu'on partage. Il n'y a pas de viralité sur le podcast, en fait. Non. Il y en a très peu. Donc tu partages pas sur Insta ou sur TikTok. Exactement. Donc elle se fait épisode après épisode après épisode. Je te parlais de Catherine Painvin, l'épisode 40 tout à l'heure. Quand je te disais qu'il y a eu un petit cliquet à ce moment-là, j'ai senti que celui-là avait été plus partagé pour une raison X ou Y. Et en fait, derrière, tu vois que les gens vont remonter dans les épisodes d'avant, vont suivre plus. Donc le bouche à oreille, c'est très important. C'est un média d'abonnés. Ouais. Et donc, il faut avoir beaucoup d'abonnés, il faut que ça push. Et d'où la problématique des dépendances aux plateformes, parce que si elles décident un jour de plus pusher, ben, c'est un peu la merde. Mais donc moi, aujourd'hui, je pense que j'ai cette chance d'avoir beaucoup d'abonnés. Ça permet une forme de résilience, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu peux faire n'importe quoi derrière, parce que tu peux avoir des gens qui n'appuient plus quand ils reçoivent le push. Mais donc c'est très long. Et il n'y a pas beaucoup de podcasts qui arrivent comme ça et qui partent dans les tours. Il y a quelques petits... le fait d'apparaître dans les classements, il y a beaucoup de gens en ce moment qui font des podcasts notamment quotidiens très courts. Pour en fait tout de suite apparaître dans les téléchargements, parce que la volumétrie comme ça... dans les classements Apple et Spotify notamment, ça marche bien. Donc la reco de plateforme d'écoute, ça dope, mais moi personnellement, nous on n'a quasiment jamais été poussé par Apple, donc on est tranquille. Donc si on est là, c'est pas grâce à eux, c'est dit. Voilà, c'est que ça aide aussi, mais c'est vrai que j'ai jamais compris comment fonctionnait le système de reco d'Apple. Personnellement, je sais pas toi, mais oui, non, moi non plus, c'est toujours mystérieux. Je pense que le bouche à oreille, c'est vraiment déterminant, et les réseaux sociaux, c'est les deux armes qu'on a quand. Et puis, alors moi, évidemment, à Radio France, on a l'appui des radios qui peuvent se faire l'écho. Je voudrais dire d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez vous connaissez Antoine Decaune. Oui. Vous connaissez peut-être son programme quotidien qui s'appelle Pop Pop Pop. Chaque vendredi maintenant, ce Pop 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 devient, je ne vais pas être capable de le dire, Pop Pop Podcast. Donc dédié au podcast. Il fait découvrir un podcasteur, un projet, etc. Et puis il y a en plus deux chroniques de Charline Roux et de Thomas Biaschi qui font découvrir l'un et l'autre, l'un des podcasts plutôt français francophones, l'autre des podcasts internationaux venant d'un peu partout. C'est aussi une occasion de se faire découvrir quand on se fait repérer par des gens qui vont porter la parole, dire écoutez ça parce que ça vaut le coup, allez tendre une oreille.
Voilà, c'est un peu le parrain de la radio et de la télé maintenant. C'est le Godfather, Antoine Decaune. Et peut-être, voilà, c'est plus le journaliste qui parle, mais tu l'as fait, et vous le faites quotidiennement sur les ondes de Radio France. C'est en faisant des coups de temps en temps, en cherchant une signature, une personnalité qui vous apporte forcément un éclairage et une notoriété qu'on n'a pas forcément. Exact, et dans la même veine, hein, les podcasteurs qui passent chez d'autres podcasteurs, alors c'était les fameux cross-promo chez YouTube, etc. Vous êtes là que pour ça aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai que ça, ce sont des choses qui fonctionnent très très bien, et ce qui fait que souvent chez pas mal de podcasteurs américains, on voit justement Jocko Willink dont je parlais tout à l'heure qui arrive chez Tim Ferriss, puis 3 semaines après tu as Tim Ferriss qui arrive chez Jocko Willink, et puis Joe Rogan qui passe chez machin. Ça marche bien évidemment. Alors un petit mot avec Didier parce que du coup on l'a confiné dans son Airbnb, dans le blague à part. On parle souvent ensemble. Alors toi tu n'es pas podcasteur, mais on a les mêmes difficultés, c'est-à-dire qu'on fait souvent en vidéo des formats assez longs, et notamment en vidéo, mais c'est aussi le cas en audio, et qu'aujourd'hui, ces plateformes de diffusion, elles ne valorisent pas le temps de minutes écoutées ou le temps de minutes regardées. On nous pousse parce que ce qui compte, c'est le nombre de clics pour les vues, mais même peu importe si on a été vu ou écouté 30 secondes, nous, on a la chance d'être écouté, généralement, ce qui est ton cas, tout le long, même si en plusieurs morceaux. C'est assez frustrant qu'aujourd'hui, ces plateformes ne reconnaissent pas la qualité, finalement, d'écoute des gens, Didier. Oui, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé des business models vraiment on va y arriver, derrière pour financer tout ça encore. Voilà, ouais. Ça va arriver, mais je pense que c'est directement lié à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plateformes valorisent pas la qualité. Enfin, il y a un peu de recommandations qui sont faites ici et là, mais c'est vrai qu'on veut de l'audience, on veut un maximum de vues. Je vois sur YouTube, c'est typiquement ça. Donc, il vaut mieux faire de la quantité et des choses un petit peu médiocres, mais voilà, qui sont bien poussées, que voilà, un épisode long avec des super intervenants, avec un dossier de fond assez fouillé, comme on pourrait faire, tu vois, sur Arte ou sur des grandes chaînes, etc. C'est beaucoup plus difficile sur Internet, et c'est extrêmement frustrant parce que quelque part, tu as l'impression que péter dans son slip, tu vois, va te donner plus d'audience que d'avoir un débat un petit peu fouillé. Alors, c'est pas vrai pour tout, évidemment, il y en a quand même qui sortent du lot. Mais je vois, dans la tech, c'est assez terrible aujourd'hui de voir que, tu vois, c'est la course aux tests qui sont plus vraiment des tests, où les mecs ont tellement de produits à tester qu'ils testent plus vraiment les produits. Mais c'est pas grave parce qu'il faut enchaîner, il faut de la quantité, il faut des formats courts parce qu'évidemment, il y a le moment où la personne va aux toilettes et il faut pas que ça dépasse les 2-3 minutes. Donc oui, il y a un côté extrêmement frustrant, mais c'est lié à ce modèle économique. C'est-à-dire que YouTube pourrait très bien dire, OK, moi je valorise un petit peu, il y a un certain nombre de, enfin tu vois, je parle de YouTube ou d'Apple, où il y a un certain nombre de contenus par catégorie qui sont vraiment haut de gamme. Régulièrement, je refais des recommandations un petit peu différentes, basées sur un certain nombre de critères, et puis je les mets un petit peu plus en avant. Aujourd'hui, c'est un petit peu à la débrouille, chacun est obligé de gérer ses formats, son modèle économique aussi derrière. Et ça a été en fait le web tout le temps. On n'a pas arrêté de vouloir se réinventer en fonction des habitudes des consommateurs, de la façon dont les marques voulaient sponsoriser les produits, et aussi des gens, puisque tu vois, rien que d'avoir mis par exemple de l'écoute payante, notamment sur Twitch ou même maintenant sur les podcasts, tu peux payer pour le podcast, ça change complètement la donne. À partir du moment où tu as ton lectorat qui va commencer à te financer, tu peux te dire, tiens, je vais faire des trucs un petit peu plus longs, je vais inviter des gens qui sont peut-être un petit peu moins connus, qui vont peut-être moins buzzer au début, etc. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment un tout aujourd'hui, et c'est vrai qu'il faut arriver à s'adapter un peu à chaque année aux évolutions finalement. Alors, parlons du modèle économique habile transition. Regarde ces réactions sur Twitter, c'est dur à dire, de Stéphane Becquet. Certains podcasts sont une sorte de replay, d'autres sont de vrais créés, on en parlait. Quel est donc leur modèle économique? Où existe-t-il juste pour accroître une notoriété et renvoyer vers un autre programme? C'est vrai qu'on entend parler une petite critique que beaucoup, en ce moment, c'est très à la mode, podcast. Tout le monde lance son... Voilà. Bon, tu as bien compris qu'il fallait quand même un peu de sérieux, mais parlons du modèle économique. Toi, tu as fait le choix de la publicité, tu l'assumes et ça marche. Oui, alors je reviens sur ce terme. D'ailleurs, j'ai fait le choix du sponsoring. Quand je dis sponsoring, c'est que je vois plus ça comme un sportif. Je suis plus proche d'un sponsor, dans le sens où un sportif, il est sponsor par Nike ou Puma ou Adidas, mais il ne peut pas avoir les deux. Alors que dans la publicité, dans un tunnel publicitaire, dans le même tunnel publicitaire, au milieu d'un match de foot, tu peux avoir Nike, Puma et Adidas, les trois. Ah, les pilotes de F1, ils arrivent. Hein. Ouais, ils n'ont pas les marques concurrentes généralement. Tu vois, à l'époque, tu avais un cigarettier et pas l'autre. Tu vois, et on les visualise bien, tu vois, sur les Formule 1. Et ben c'est un peu pareil. Et dans le sponsoring aussi, tu vois, sur un maillot, tu peux pas mettre 40 sponsors ou 8 sponsors. Tu veux en mettre un principal, éventuellement un autre, 2 autres, mais voilà. Donc nous, on travaille vraiment beaucoup comme ça. C'est-à-dire que j'ai des partenaires à l'année j'ai, on va dire, 3 gros partenaires, puis éventuellement quelques plus petits.
et qui vont souvent signer d'une année à l'autre. Donc l'année dernière, j'ai un partenaire, je ne vais pas les citer, je vais vous épargner ça, mais bon, allez, j'ai eToro comme partenaire depuis assez longtemps. Et puis l'année dernière, j'ai eu un de leurs concurrents allemands qui est arrivé et qui m'a dit, nous on débarque en France, on veut te sponsoriser, etc. Et puis on a eu une négo, et puis ils m'ont proposé un contrat assez long, hyper intéressant, mais moi je préfère continuer avec eToro, parce qu'à l'origine on s'est choisi ensemble, moi j'ai utilisé eToro, la plateforme, je l'utilise toujours, donc plutôt que de changer de bannière, d'essayer l'autre plateforme, de dire à mes auditeurs, bon en fait maintenant j'utilise ça et c'est bien aussi, et voilà, et puis peut-être que dans un an il faudra que je revienne sur eToro, que j'aille encore chez un autre, tu vois, je travaille vraiment là-dessus. Et tu n'as jamais eu, Mathieu, de réaction épidermique? Regarde cette réaction de Richard74, quand on veut, où on veut, c'est pour le podcast, et surtout sans pub, parfait pour la voiture et la sieste. Moi, je dis souvent, arrêtez d'avoir des réactions épidermiques avec la pub, que ce soit du parrainage, que ce soit du sponsoring, parce qu'il faut quand même produire, il faut quand même, je dirais pas bouffer, mais un minimum au moins payer les gens qui nous aident, que vous ne voyez pas et qui sont là derrière leur micro, leur casque et leur caméra, et qui commencent à trouver le temps long, mais on prend du plaisir, messieurs. Oui. Écoute, nous on voit, alors à peu près dans les statistiques d'écoute, on voit les drops sur certains moments, donc des skips sur certaines parties. Les skips sur la partie sponsor, ils sont inférieurs à 5%, ils sont aux alentours de 5% des auditeurs. Ce qu'il faut, c'est pareil, c'est d'avoir des sponsors, des messages qui soient intéressants, qui vont apprendre des choses, qui ne sont pas trop longs. Les Américains font des tunnels publicitaires, t'écoutes... Rich Roll, il va te faire 7, 8, 9 minutes au début d'un épisode avec 2 ou 3 sponsors différents. Moi, je suis à un sponsor par épisode. En pré-roll, aujourd'hui, ils vont faire du mid-roll au bout de 30 minutes. Moi, j'en fais pas. Le post-roll, donc tu vois ce que c'est, hein, avant, pendant, après. Ouais. Je pense être assez respectueux là-dessus. Je pourrais éventuellement proposer une version payante et sans sponsor, mais les Français, en l'occurrence, sur les versions payantes, ils ne payent pas ou mal. Donc, je veux dire, c'est à la fois... j'essaie de ne pas être irrespectueux, et très honnêtement, si ça t'insupporte, tu peux le skipper, c'est possible. Je recommande de ne pas le faire, mais tu peux le skipper quand même. Laurent, tu es sur une chaîne de service public. On sait que la publicité, elle n'a pas forcément une place aussi importante que sur des plateformes plus privées. Quel est ton sentiment? Il faut bien que les podcasts se rémunèrent, se monétisent, ne fût-ce que pour absorber le temps et l'énergie, ne fût-ce que le matériel. Il y a des gens qui font ça par plaisir et qui ne cherchent pas à gagner de l'argent, mais une bonne création, ça a un coût. Et il faut le financer, d'une façon ou d'une autre. Podcast payant, publicité, avoir un mécène, avoir un sponsor... il faut trouver une façon de le financer. Ça conditionne aussi le fait d'avoir des podcasts de qualité, bien produits, dans lequel le producteur ou le journaliste a le temps de faire quelque chose qui va plaire aux oreilles du public. Ouais, et au-delà, on voit apparaître aujourd'hui d'autres formats qui sont plutôt l'abonnement. On en parlait très rapidement tout à l'heure avec Didier. C'est quelque chose, toi, qui t'a tenté de proposer donc une formule par abonnement, comme peut le proposer... depuis quelques mois maintenant, Apple Podcast? Écoute, encore une fois, je regarde beaucoup, moi, mes confrères américains. Dans mes typologies de podcasts, ça n'a pas fonctionné là-bas. Free. Et donc, j'ai un peu regardé. J'avoue qu'aujourd'hui, je n'ai pas nécessairement de soucis. Alors, c'est vrai que le marché... est porteur en ce moment. Tu te dis, si demain il y a une grosse crise, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais plus 20% cette année selon Media Radar, l'augmentation du marché publicitaire du podcast, qui est pas mal. 590 millions de dollars aux États-Unis. 160 millions ont été dépensés au cours du dernier trimestre, c'est énorme. Sachant que tu vois, avec Orso, Christopher Siminelli, qu'on salue. Salut Christopher. On a, sur certains de nos podcasts, on a vendu 100% de l'année 2022. Sur Génération du Turself, on doit être à 63% ou 65% des volumes estimés d'écoute. Je veux dire, on n'a pas nécessairement de soucis là-dessus. La problématique que je voudrais juste ajouter, c'est le respect aussi des auditeurs, le contrat qui me lie entre mon sponsor et mes auditeurs. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ne le respectent pas. Je parlais des Instagrammeurs. Moi, je propose que des sponsors, et c'est le luxe que me permet le fait d'avoir 63 déjà précommandés. Ouais. C'est que j'ai des gens qui viennent vers moi et je leur dis non, je ne veux pas promouvoir votre service ou votre produit parce que je ne l'utilise pas. Donc, ta démarche est celle de Christophe avec Orso Média, comparé à un Magellan, par exemple. Ce n'est pas donc de dire venez, on vous héberge chez nous et puis on va faire un abonnement. C'est de dire non, on va vous accompagner. Sur la forme comme sur le fond aussi, hein, parce qu'il y a une écriture éditoriale et puis une technique sur le matériel, ne fût-ce qu'un studio. Et au-delà, on va vous monétiser et on va récolter les fruits de votre travail. Exactement, mais avec typiquement une approche qui est de dire qui seraient tes sponsors idéaux, quel serait ton sponsor idéal, tu vois.
On parle après. Et donc du coup, ou alors si tu as Apple ou Tesla, ça marche pas. Tu vois, typiquement, ils sponsorisent personne. Tu vois, Didier, dès qu'on parle de choses... mais non, ça on l'a appris, mais en revanche, tu vois, l'approche est vraiment là-dessus. Des marques qui communiquent quasiment pas sur ce type de format. Te dire en gros, qu'est-ce que tu as sur ton smartphone, quel vêtement, j'en sais rien, tu portes, quelle voiture, voilà, où est-ce que éventuellement, quel lieu culturel tu fréquentes, etc., etc. Et donc là-dessus, on va te dire, ok, nous on va les contacter, on va essayer de voir, puisque a priori, la force de recommandation est énorme. C'est-à-dire que quand je vais voir quand je viens vers mes auditeurs et que je leur dis la banque en ligne qui commence par un Q, qui finit par un O, que j'utilise en tant qu'entrepreneur, est une fusée, je le pense vraiment, mais vraiment, vraiment, à un moment, je vais les voir, je leur dis, écoutez, j'ai beaucoup d'auditeurs, je recommande ce que vous faites à tous mes potes. Si tu veux que je le recommande à mes auditeurs, c'est payant. Il est fair, il est juste ce contrat, en fait. A priori, si c'est récurrent comme partenariat, c'est qu'ils sont contents et qu'ils en récoltent les fruits. Vous l'aurez bien compris qu'il y a un marché publicitaire, il y a une audience qui va crescendo, ça attire les convoitises, des médias plus traditionnels, à l'instar de Radio France, bien que la Maison Ronde ne fasse pas de publicité, en tout cas. Et surtout, les grandes plateformes de streaming d'Apple ou encore de Spotify, c'est la guerre des plateformes. Et vous allez voir que Radio France ne se laisse pas faire. Alors avant de parler de Radio France, avec toi Laurent, un mot sur Apple, et on s'appelle On fait le Mac, qui est passé de précurseur à suiveur sur le podcast, les amis. Un petit mot avec Didier, on le voyait tout à l'heure avec les images du regretté Steve Jobs, qui dès 2005 faisait la promotion du podcast. Il nous annonçait une révolution, là, en gros, la radio libre pour tous, en gros, c'était un peu l'idée, tout le monde pouvait produire son podcast, Didier. Et puis en 15 ou 20 ans, il ne s'est quasiment rien passé en termes d'outils pour les podcasteurs, Didier. Ouais, mais en fait, je dirais que c'est récurrent avec Apple, dès qu'ils lancent des services, et surtout qu'il y a des tiers impliqués. Ils sont pas. Non, mais ils ont jamais été très bons là-dessus. Tout ce qui est réseaux sociaux, même, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe. Donc, en fait, ils se sont fait un peu déborder par le succès quelque part. C'est presque arrivé. Tu vois, ils l'ont créé, puis ça a bien marché, mais ils s'en ont pas vraiment occupé. Et c'est vrai qu'aussi, je pense, je sais pas après au niveau des chiffres d'audience, mais il y a eu un peu un creux. Tu sais, il y a une époque, c'est comme les newsletters, il y a eu un creux, puis ça revient, etc. Donc voilà, peut-être aussi qu'ils avaient d'autres priorités. En plus, c'est pas très rentable pour eux. Enfin, finalement, ça leur apporte, peut-être un peu d'audience. On leur ramène du monde sur iTunes, c'est du temps où c'était sur iTunes. Mais moi, un truc que je trouvais hyper nul pour Apple en tant que podcasteur entre guillemets, c'est qu'il n'y ait rien comme outil pour chiffrer une audience, quoi. Il y avait rien sur Apple Podcast. Non, puis c'était hyper compliqué, il y avait des XML. Dingue, quoi. Oh là là. Vous faites combien d'audience ? Attendez, on va demander. Non, on peut pas. Donc heureusement, et puis il y a des services qui sont créés à la force du poignet par-dessus finalement des couches supérieures à Apple Podcast. Et c'est vrai qu'il a fallu attendre des années pour avoir des chiffres d'audience. Et au-delà, ce qui a été hyper compliqué, et je trouve très compliqué avec Apple, alors je ne sais pas si les choses sont améliorées, mais pour mettre en ligne un podcast sur Apple Podcast, bon courage, c'est quand même... c'est un peu mieux, mais c'est pas encore c'est quand même plus simple de déposer un fichier sur SoundCloud ou sur YouTube. Et moi, je trouve aberrant, c'est quand... Alors, je ne suis pas pour faire la défense de Google, ce serait l'inverse de cette émission, mais YouTube, ils hébergent quand même ton fichier. Apple ne héberge pas ton podcast. Tu payes l'hébergement. Alors, tu leur apportes du volume, du chiffre d'affaires, de l'usage, et ils n'hébergent pas ton podcast. Mais tu n'as pas la même problématique que moi, mais ils prennent 0 sur mes sponsors, à la différence de YouTube qui prend qui nous prête beaucoup, voire tout. Donc, il y a quand même un deal où moi, je préfère payer mon hébergement et prendre 100% du sponsor que ils le prennent si tu prends le système payant d'Apple. C'est la seule avancée récente. C'est l'offre par abonnement d'Apple. Alors, regardez cette réaction de Fred Bordeaux. Il y a Fred Perle sur Twitter. L'audio seul a beaucoup d'avantages côté production et côté écoute. En voyage, voiture, moto, transport en commun, on est tous d'accord. Promenade, marche, running et en demi-sieste. C'est une constante, la sieste. C'est l'idéal. Manque transcription, traduction, nouvelle up pour Apple, ça serait bien une mise à jour et un vrai moteur de recherche sur ce qui est dit. C'est vrai que de ce côté-là, on voit les avantages des solutions de streaming ou des YouTube aujourd'hui par rapport aux solutions de podcast. C'est une voie de travail quand on a sa propre plateforme comme Radio France, on travaille sur ces sujets-là. Évidemment, on pense même que c'est déterminant d'offrir une qualité d'accès au podcast, qu'il y a un tel foisonnement, que c'est d'orienter le public vers des trucs qui nous plaisent, qu'on a envie de lui dire, qu'on a envie de lui montrer, c'est clé. Ça passe par un moteur de recherche, par la recommandation, par l'éditorialisation de notre catalogue.
Ouais, et en tout cas, cette attentive d'Apple, qui a été vraiment précurseur, maintenant qui est suiveur, c'était vraiment un véritable boulevard pour Spotify. Le nombre de sites de rachat que le site de streaming suédois a dépensé, c'est monstrueux. Près d'$1 milliard en acquisition. Donc c'est vraiment, s'ils croient dans le podcast, $1 milliard, ça semble complètement dingue. Alors il y a plein de boîtes de prod qui ont été rachetées liées au podcasting ces dernières années. Des réseaux de podcasts comme Gimlet Media, Parcast et The Ringer, des sociétés de technologie comme Encore et Megaphone. Tu m'as envoyé un petit mail tout à l'heure, Laurent, ils viennent d'en racheter une cette semaine. Racheter 2 boîtes hier, je ne peux plus te donner les noms, mais 2 boîtes technologiques. Et puis là, on sort la tirée lourde, on ne vous héberge pas vos podcasts, mais on va carrément, non seulement on va l'héberger, parce que Spotify héberge le podcast, contrairement à Apple, mais en plus ils le produisent, des productions exclusives qui ont fait débat, on va en parler dans un instant, des personnalités tels que Joe Rogan, bien sûr, Michelle Obama, Kim Kardashian, le prince Harry, son épouse Meghan, qui ont signé rien qu'une plateforme, avec la plateforme, un accord de $25 millions. Ça laisse rêveur. Bref. Et puis, dernière cible de Spotify, sur laquelle le site souhaitait jeter son dévolu, la société britannique vient de racheter, ou serait en train de racheter la société Audioboom. Il serait en concurrence avec Amazon Music, un autre grand géant de la tech et du streaming, qui n'est pas en reste. Le géant de l'e-commerce a lancé des podcasts au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, mais aussi en France. Son premier podcast s'appelle 21 jours sans, animé par l'entrepreneuse, comédienne et podcasteuse Pénélope Boeuf. Bref, il y a de l'appétit infini, je dirais, des géants du streaming. Et un petit service français, petit entre guillemets, résiste plutôt bien l'envahisseur, c'est Radio France, Laurent. Allez, autopromo, c'est maintenant. Ouais, tu fais passer pour un village gaulois qui résiste face à l'envahisseur. Ouais, je le vois pas exactement comme ça. C'est pas des envahisseurs, ces plateformes. Par contre, c'était vraiment la jungle autour du podcast. C'est comme si, alors, contrairement à ce qui se passe dans la presse avec l'écrit, etc., le travail des journalistes de presse, contrairement à ce qui se passe dans le monde de la télé ou de la vidéo et des plateformes vidéo, bizarrement, tout le monde a considéré depuis le début des podcasts et depuis le début de l'audio sur Internet que l'audio n'avait pas de valeur, que ça pouvait circuler comme ça et que ces agrégateurs pouvaient en faire un peu ce qu'ils voulaient. Alors, pourquoi pas quand ça aide à faire connaître, à diffuser, etc. Mais on a des questions quand même d'ayants droit, de gens à rémunérer quand tu diffuses des podcasts avec de la musique ou que tu as des fictions avec des auteurs derrière. Tu avais des hétérogénéités de pratiques. Certains qui prenaient nos podcasts et quand même nous, on choisissait de les retirer, de les dépublier d'Internet pour une raison ou pour une autre, qui les gardaient chez eux, qui les réhébergeaient. On a vu ça plein de fois, parfois qui rééditaient simplement nos podcasts, qui changeaient les visuels, les descriptions, qui se les réappropriaient. Donc la première des choses, c'est qu'on a voulu mettre un peu d'ordre. La deuxième des choses, c'est que quand même, on est, je pense, un acteur important du podcast en France, pas au niveau international, mais en France. Encore qu'au niveau international, je pense qu'on compte, mais ça n'empêche. On avait à peu près une écoute sur 20 de nos podcasts qui étaient faites sur nos propres supports. Ce que ça voulait dire, c'est qu'on avait toujours la main sur ce qu'on produisait, sur ce qu'on diffusait, mais on n'avait plus la main sur la narration, sur ce qu'on pouvait suggérer d'écouter au public. Alors qu'on n'est pas juste un producteur, on est un média d'abord. Quand on est à la radio, on fait des grilles de programmes, on choisit ce qu'on dit à quel moment, on choisit quel invité on fait une hiérarchie dans les choses. Tout n'est pas à plat. Et ce qu'on voyait arriver là avec ce comportement des podcasts sur les plateformes, et des plateformes qui finalement nous donnaient assez peu, en tout cas de moins en moins voix au chapitre, c'est de ne plus avoir la main sur cette narration, de ne plus avoir notre souveraineté éditoriale. C'est vachement important pour nous. On ne se voit pas juste comme un producteur, mais comme un média, quelqu'un qui met une hiérarchie dans les choses, qui dit à tel moment, c'est ça qu'on veut pousser, parce qu'on pense que c'est ça qui est important. On n'avait plus la capacité de le faire avec ces plateformes-là, donc il nous a semblé important de développer la nôtre. D'ailleurs, aujourd'hui, nos podcasts qui ne naissent pas à la radio et de la notoriété que leur apporte un programme de radio, qui naissent d'abord sur Internet, appelez les podcasts natifs si tu veux, ben oui. Ces podcasts-là, on arrive à les faire décoller d'abord sur notre plateforme. Et c'est de là que part ensuite des écoutes. Alors on continue de travailler avec les plateformes, simplement on a voulu organiser notre relation avec elles. C'est un canal de distribution comme un autre. Ouais, mais normé, contractualisé. Et l'app de Radio France a dépassé le million d'utilisateurs chaque mois, c'est ça ? Ouais, fin d'année 2021, on a dépassé le million de visiteurs uniques. Ouais, et je lis, selon ta présidente de Radio France, Sybille Veil, vous avez dépassé Apple Podcast en
Ouais, en toute fin d'année, ouais. C'est pas mal pour ouais, c'est un beau succès. Alors on compare un peu des choses qui ne sont pas exactement comparables. Nous, on est sur Apple et sur Android, mais on n'est pas pré-embarqué. L'appli d'Apple, elle est pré-embarquée sur les terminaux. Je pense que c'est dur d'ailleurs pour les petits agrégateurs qui se sont lancés de trouver leur place quand Apple occupe un tel terrain. Alors, est-ce qu'il y a une appétence d'aller encore plus loin? Est-ce que tu voudrais toi-même devenir une plateforme, de faire le relais des podcasts, par exemple, de Mathieu, la distribution de podcastière, l'agrégation en clair, ce que font aujourd'hui un Apple Podcast ou un Spotify? Moi, je suis d'abord une offre éditoriale. Parce qu'il aurait sa place. C'est très bien ce qu'il fait, j'adore l'écouter, mais je pense que ma plateforme, la plateforme de Radio France, c'est une offre éditoriale dont le champ doit être compris. Ce n'est pas un agrégateur où tu trouves de tout. Ça peut être décevant pour certains, mais c'est un contrat éditorial qu'on passe avec le public, comme quand on diffuse en radio. Je pense que comme ce qu'on trouve aujourd'hui dans le champ de la vidéo, où tu n'as pas tout sur une plateforme. Tu as Netflix, tu as OCS, tu as Prime, etc. Tu picores. Disney, et tu sais que si tu veux tel programme, tu vas sur telle plateforme. Et si tu veux tel et tel programme, tu dois t'abonner à deux plateformes. Alors, en plus, là, elles sont payantes, celles-là. Je pense que dans le monde des podcasts, tu auras un truc un peu plus subtil, tu auras des plateformes éditoriales. Tu évoquais Magellan tout à l'heure. Magellan, ça en est une. Spotify, ça commence à en être une, puisqu'ils ont tellement d'exclusivité de production propre que ça devient une plateforme éditoriale et pas seulement un agrégateur. Mais payant. Radio France, ça en est une. Mais payant. Radio France, a priori, n'a pas vocation à être payant. Oui, et puis tu as un fonds. Tu as un fonds de podcasts qui sont accessibles à plein d'endroits déjà et qui sont d'ailleurs une vraie richesse, qui créent dans le monde des podcasts quelque chose d'un peu différent de la vidéo. Mais moi, je n'ai pas vocation avec l'application ou la plateforme Radio France à devenir un agrégateur de tout ce qui existe. Par contre, on aurait essayé, Mathieu. Par contre, ce qu'on a... pour donner une petite ouverture à Mathieu, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on fasse finalement de la prescription de podcasts à la radio, donc des gens qui font des choix et qui disent ce qui leur a plu, un peu comme toi quand tu choisis tes sponsors. On a choisi, alors avec l'accord de ceux qui produisent ces podcasts, de diffuser certains de ces épisodes dans notre application pour les faire découvrir. Donc non seulement on les prescrit à la radio, mais on les a à découvrir dans notre application. Et moi, je trouve déjà, tu vois, j'ai dit tout à l'heure que j'écoutais la matinale de France Inter, donc moi je le fais déjà, tu vois, de vous recommander. Je dis qu'ils m'agacent, que je les aime, que je les déteste, mais c'est assez cool, c'est assez marrant. Non, plus sérieusement, je trouve que l'approche de Laurent, et je sais qu'il la soutient depuis assez longtemps, et sans flagornerie très intelligente, parce que la menace qui pèse sur moi, sur nous, sur beaucoup, c'est en fait ce qui s'est passé sur tous les réseaux sociaux. C'est à un moment, tu changes l'algo. En gros, à un moment, sur Insta, en fait, dès que tu étais abonné à 400 personnes, 500 personnes, dès qu'il poussait quelque chose, tu le voyais passer. Puis à un moment, Insta a décidé que tiens, lui, en fait, finalement, il n'est peut-être pas si intéressant que ça pour toi. Donc, il a mis un contenu en ligne, mais tu ne le vois plus passer. Et donc, moi, aujourd'hui, quand je sors un épisode, Apple va te mettre une notif qui va dire tiens, Génération du Turcel, un nouvel épisode en ligne. Mais le jour où ils arrêtent, ça va être plus compliqué pour moi. Et finalement, je dépends d'Apple, je dépends de Spotify, mais je n'ai pas la force éditoriale et l'approche de Radio France. Et en fait, les médias traditionnels, dans leur approche, ont vécu ça sur Facebook, mais de manière vertigineuse. C'est-à-dire qu'il y a 5, 8, 10 ans, tu connais ça, si tu étais fort sur Facebook, tu peux avoir 40-50% de ton audience qui venait de Facebook. Et puis tout d'un coup, ça a été rideau. Facebook a dit non, mais en fait, les médias et tout ça, on les met de côté, on veut se recentrer sur les marques qui payent et sur ton réseau de proches. Puis là, tout d'un coup, tu perds 50% de ton audience. Alors même que beaucoup de médias avaient investi dans des studios pour produire des vidéos à la demande de Facebook, subventionnés, etc., etc. Et donc, c'est la difficulté à laquelle je crois que pour un producteur ou un média, la dépendance à ces géants internationaux est dangereuse. Oui. Elle peut être fructueuse. Elle peut être fructueuse dans un premier temps, dangereuse dans un deuxième temps, et c'est de ça dont on se méfie. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Mais c'est vrai que c'est aussi une question qu'on peut se poser, je pense que Didier sera d'accord, pour beaucoup de youtubeurs aujourd'hui, qui sont très dépendants de cette plateforme-là. Et c'est vrai que, à un moment donné, il faut plus penser. On voit qu'ils grandissent et qu'ils maturent, ils réagissent plus comme des boîtes de prod ou des médias aujourd'hui, et qu'ils commencent, je pense, à y réfléchir. Non, mais il ne faut pas se le cacher, pardon, tu dis ça. Ouais. Je trouve que les géants du podcast que sont Apple, Spotify, et de plus en plus Amazon qui se met à investir là-dedans, qui a racheté aussi des boîtes de production, commence par être agrégateur et petit à petit deviennent médias, producteurs et médias. Alors,
C'est là où ça devient intéressant. On regarde cette réaction de Human Zero sur Twitter. L'avantage du podcast, c'est que l'on peut vraiment cibler l'émission et donc le thème de cette émission que l'on veut écouter. On a l'illustration ce soir, presque 1h20 sur le podcast. En vidéo, s'il vous plaît, de plus, le contenu est souvent approfondi et créatif, sans filtre. Et la parole y est décomplexée, sujet sensible en ce moment, voire un peu trop. Tu le disais tout à l'heure, Laurent, Radio France est un média avec une convention, une déontologie. Vous engagez votre responsabilité éditoriale, ce qui n'est pas le cas des grandes plateformes de streaming. On a eu l'illustration récemment avec Spotify suite à l'affaire Neil Young qui a menacé de se retirer du service de streaming si ce dernier continuait de publier les podcasts de Joe Rogan, une énorme star du podcast aux États-Unis dont la propension à diffuser, je cite, des propos anti-vax a fortement ulcéré le rocker. On en parle dans ce... On y est arrivé, il a été long. Dernier chapitre. Alors les amis, est-ce qu'on peut tout dire dans un podcast? Faut-il modérer, réguler? Quelles sont les questions que l'on peut se poser suite à la polémique entre Neil Young et Spotify et son podcasteur star Joe Rogan? Tu le connais bien, toi, Joe Rogan. Peut-être je te laisse la parole plutôt que je rentre dans un tunnel. C'est qui ce gars qui est peu connu en France, mais qui est une méga star aux États-Unis? Oui, c'est une méga star aux États-Unis. C'est le méta-podcasteur par excellence. C'est un type qui est capable de faire beaucoup de conneries, mais qui fait aussi des trucs assez extraordinaires. Je veux dire, des épisodes avec Elon Musk qui sont... qui est en train de fumer un joint, c'est ça? Un joint qui se retrouve, voilà, Mike Tyson, Snoop Dogg, mais bon, plein d'entrepreneurs, plein de choses. C'est un type qui est très smart. Tu vas voir certains épisodes sur justement la blockchain, du futur et des tas de choses qui sont très importantes, très intéressantes. Et il est capable de faire en effet des trucs avec, c'est quoi les white boys, ça vous parle, non? Des suprémacistes blancs, les anti-vax. Il se définit comme un libertarien, c'est ça? Exactement. Donc il tâte de tous les sujets, mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément le réflexe de t'apporter la contradiction. C'est pas forcément son rôle non plus, mais c'est... voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'apporte pas toujours la contradiction dans l'épisode, mais en revanche... Et je ne cherche pas à le défendre parce qu'honnêtement, je ne ferai jamais ce qu'il fait et c'est pas du tout l'idée. Il y a plein de choses qui font que je critique et que je condamne à mort. Maintenant, à mort, à fond, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent dans ses choix éditoriaux, il est capable de prendre... un invité et son contraire par la suite. Et je veux dire, tu vas avoir un suprémaciste blanc, mais en fait, tu vois ici que tu as, dans les beats que vous avez choisis, tu vas avoir Mike Tyson, tu vas avoir Snoop Dogg, tu vas avoir des tas de blacks et ça lui pose pas de problème. Il n'est pas nécessairement, ou peut-être d'ailleurs, je ne sais rien, mais en tout cas, il est pas raciste, s'il l'est, au point de ne pas inviter de black, tu vois. Donc, voilà. Après... ce qui est intéressant, et la question que ça me pose, c'est qu'on n'a pas encore atteint ce point en France, c'est peut-être bien, mais d'avoir... Dans les médias traditionnels, c'est le problème. Ouais, il y en a encore dans les médias traditionnels, c'est vrai. Mais certains médias possédés par un grand milliardaire, notamment. Mais il n'y a pas de podcast encore hyper populiste dans lequel on dérape en permanence. Ouais. Et ça, je pensais que ça viendrait plus vite. Il faudrait qu'il y ait un podcasteur en France qui fasse 11 millions d'auditeurs quotidiens. C'est le score que fait Joe Rogan sur Spotify. 200 millions de téléchargements par mois, c'est complètement fou. Par contre, Spotify lui a fait un chèque de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars pour faire un podcast. Waouh. C'est dingue. Bon, c'est le marché US. D'ailleurs, petite parenthèse, quand vous êtes podcasteur, en France, on est un petit peu... limité par la population française par rapport à la population anglo-saxonne, forcément. Il faut y penser. Et francophone aussi, parce que moi je suis français, mais j'écoute des podcasts en anglais, on est beaucoup dans le monde. Donc dans les 200 millions de téléchargements qu'il fait, il y a beaucoup d'étrangers. Voilà, donc c'est le podcast numéro 1 dans le monde, devant celui du New York Times, excusez du peu. Et voilà, donc il vient d'un univers tout à fait différent. Et en face, c'est sûr que Neil Young, il pèse un peu moins, le rocker. 2 millions d'abonnés et 6 millions d'auditeurs, ce qui est quand même pas mal. 6 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, mais Spotify a fait son choix. Ils ont annoncé juste le retrait des podcasts de l'essayiste. Non, ça je parle d'Alain Sorel, c'est autre chose, je confonds. Mais voilà, ils vont retirer certains podcasts qui ont posé problème. Ils lui ont demandé de présenter ses excuses. Voilà, présenter ses excuses et la chose est allée ainsi. On en avait parlé la semaine dernière ensemble au téléphone, mon cher Didier. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Et puis on en parlera avec toi, Laurent, si tu veux bien, de cette polémique. Et au-delà, est-ce qu'il y a une régulation nécessaire? Quand on est dans les médias, on en parlera avec Laurent, il y a une déontologie journalistique, thèse et antithèse, tu en parlais tout à l'heure, Laurent. Là, c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de faire de la course à audience? Et ça peut avoir des répercussions un peu dramatiques.
Mais moi, je pense que c'est un débat qui est quand même complexe et par rapport à ce qu'on disait il n'y a pas très longtemps là sur effectivement le pouvoir qu'ont les plateformes. À partir du moment où elles commencent à mettre le nez dans ce que tu fais, en fait. C'est-à-dire que, mais c'est déjà valable à tous les niveaux. Tu vois, sur Instagram, t'as pas le droit de montrer un sein nu, alors que c'est pas illégal en France, t'as tout à fait le droit. Mais tout le monde se censure. Maintenant, il n'y a plus de nudité, mais il y a une espèce là, de nudité. Là, c'est pas le cas. Hein. Là, c'est l'inverse. C'est venu d'un utilisateur abonné qui considérait qu'il y avait trop de liberté à la limite et qu'il fallait recadrer. Ce que je veux dire, c'est que cette censure est très spécifique. C'est-à-dire qu'elle peut être liée, bah, tu vois, à une espèce de culture américaine. Elle peut être liée. On est très aussi sur des lois, hein, tout simplement. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, aux États-Unis, on a beaucoup plus dans la loi dit qu'on peut quasiment tout dire. On a presque le droit d'être raciste à l'antenne, tu vois. Mais après, il va y avoir de l'autocensure, il va y avoir des groupes de pression, etc. En France, il y a des lois qui encadrent, on va dire, relativement tous ces sujets. Donc, tu n'as pas le droit de diffuser des contenus vraiment ouvertement racistes, etc. Après, si tu fais de l'auto-hébergement, potentiellement, tu vois, tu peux toujours tout faire, hein, tant qu'on ne tombe pas dessus. Mais c'est vrai qu'il y a eu un vrai débat. Enfin, nous, ça a déclenché des vrais débats. Alors, ça s'est transformé en pro-vax, anti-vax, mais tu vois, la pandémie, c'était quand même un bon exemple où il y a eu une espèce de limite à pas franchir, mais qui n'était pas la même partout. Et puis, qui décidait de quoi finalement? Est-ce que c'est un éditorialiste sur YouTube qui doit dire si on a le droit de critiquer les vaccins, si on a le droit de critiquer une politique sanitaire, etc. Donc, moi, je trouve que ça allait au-delà, tu vois, du débat simplement. Est-ce qu'on a le droit est-ce que simplement Neil Young a le droit de censurer qui il veut? Non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué comme approche. Et puis à la fin, finalement, pour Spotify, bah, c'est à la fois une espèce de bilan financier qu'ils ont dû faire parce qu'ils se sont dit ça, c'est plus intéressant d'avoir Joe Rogan. La valeur de l'action est un peu descendue quand même. Hein. Non, c'est sûr, bien sûr, mais est-ce qu'ils avaient perdu Joe Rogan, ils n'auraient pas perdu plus, tu vois, tu sais pas. Donc voilà, il y a énormément d'enjeux en fait autour de tout ça, mais c'est vrai que le danger aussi, ce serait d'avoir effectivement des plateformes qui sont beaucoup trop lisses, comme c'est le cas déjà hein, sur Insta et sur tout un tas de. Chez Apple, on connaît bien le problème. Bah chez Apple, on lisse vachement. C'est terrible. Tu te rends compte que nous, sur nos applications, on n'a pas le droit de donner le mot Android, sinon ils nous jettent. Tu vois, on arrive à des. Tu commences à avoir quand même des marchés qui sont contrôlés par 2-3 grands acteurs qui ont droit de vie ou de mort quand même sur des contenus. Et il y a tout un tas de gens, juste, je finirai là-dessus, par exemple, qui parlaient, tu vois, de sexualité sur YouTube et qui ont été censurés par YouTube. Enfin, YouTube leur donnait plus d'argent du tout. Ils affichaient plus de publicité. Voilà, et du jour au lendemain, des gens qui faisaient il y en a aux États-Unis, là, Lacey Green, etc., qui étaient très connus et qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec plus de revenus, ou très peu de revenus liés à YouTube. Et donc, c'est eux qui décident, tu vois, qu'est-ce qui doit être diffusé ou pas. Donc, ça, c'est vrai que c'est un vrai danger, in fine, quoi. Laurent, pour conclure, ce sera vraiment la conclusion de cette émission. Après, il y a les coups de cœur, mais ce sera vraiment la conclusion. Ton sentiment par rapport à cette affaire en tant que un média important en France, il y a aussi une culture européenne qui est quand même très différente que celle qui est aux États-Unis dans la gestion, l'approche des sujets qui sont journalistiques, notamment traités en radio ou en télé. Je pense que ça illustre bien à quoi sert un média. Un média, c'est une ligne, ça défend une ligne. Peut y avoir plein de lignes possibles. Une ligne révisionniste, pourvu que tu restes dans le cadre de la loi, tu as le droit de diffuser, mais tu as des lignes différentes. Alors évidemment, révisionniste, moi j'aimerais pas voir diffuser ça sur ma plateforme, parce que tu évoquais Alain Soral tout à l'heure. C'est viré de Spotify. Oui, exactement. Mais ça veut dire que finalement, ils commencent à reconnaître qu'il y a des choses acceptables et des choses pas acceptables. Ils commencent petit à petit à reconnaître qu'ils sont un média. C'est à ça que sert un média, mais il faut l'assumer, il faut dire qui on est, il faut dire ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. Et c'est un vrai sujet de fond, c'est une vraie tendance dans la culture européenne de considérer les plateformes comme des médias, et c'est pour moi ce qu'ils sont. C'est-à-dire, nous, on ne fait que de transporter un message, on ne fait que diffuser quelque chose, on n'est pas un média, mais en fait, oui, vous avez une responsabilité. Ne serait-ce que quand ils font des choix de mise en avant, quand ils ont des algorithmes qui te recommandent quelque chose. De Twitter, ils font des choix, ils orientent notre écoute, ils orientent ce qu'on regarde quand tu es sur YouTube. Et de ce point de vue-là, ils deviennent vite des médias, oui. On va voir s'ils vont pousser cet épisode. On va voir, avec un peu de chance. Allez, on passe au dernier chapitre de cette émission, à savoir vos coups de cœur. Les coups de cœur. Et on commence tout de suite avec Didier. Et je peux pas te le montrer parce que je l'utilise, il est en fonction là. C'est mon bien. Il y a eu quelques petits ralentissements, mais c'est vrai qu'il y a des tunnels, donc c'est pour ça. Tu n'as pas beaucoup parlé quand on veut. Dans le monde des journalistes qui font un peu de l'audio, de la vidéo, on a ce petit modem là de Netgear qui était le M1 avant, et maintenant ils ont sorti la dernière version là, le M5. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo cette semaine qui est donc un modem, mais en fait autonome.
Tu vois, Mais moi, j'ai pas le retour vidéo là, tu vois, donc je ne vois pas ce que tu me montres. Mais par contre, c'est vrai que c'est un petit appareil qui est super, puisque il permet donc il est sur batterie, donc il dure toute la journée, et tu peux, là par exemple, on fait ORLM dessus, et surtout ce qui est super, c'est qu'il est extrêmement configurable, c'est-à-dire qu'il peut faire répéteur Wi-Fi, il peut faire du délestage, il peut faire, là les dernières versions, donc le M5 il fait Wi-Fi 6 et 5G, donc tu peux avoir des débits énormes. Là tu vois, nous des fois on doit envoyer des vidéos qui font plusieurs dizaines de gigas, donc en 5G ça a un intérêt. Il y a des gens qui me demandent oui, comment ça se fait que tu puisses acheter quelque chose comme ça aussi cher, tu vois, parce que ça vaut quand même, alors le M5 je crois qu'il vaut 700 €, donc c'est pas du tout pour tout le monde, mais c'est vraiment un produit qui est exceptionnel. Et en fait je l'ai testé et c'est vrai qu'il a pas tellement de concurrents. C'est amusant, hein, tu as tout un tas de petits routeurs 4G comme ça qui sont pas très chers, mais souvent la batterie est pas terrible. Combien? Donc 700 €, hein, 20 €. Ouais. Ah ouais. Et 720 €, tu vois, si tu es sur la route tout le temps, ça peut être rentable. Moi, le matériel, pour moi, c'est pas un problème à partir du moment où, tu vois, si tu le compares à des salaires, finalement, c'est pas grand-chose, quoi. Mais vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé ce produit. Il est très très configurable, même dans le détail, du réseau. Le Nighthawk M5. Mathieu, de ton côté, ton coup de cœur ou coup de gueule, je ne sais pas. Alors moi, mon coup de gueule était, en ce moment, je suis très passionné par le Web 3, la blockchain, les NFT, les cryptos, on en parle beaucoup. Et je pense qu'il va y avoir des modélisations, notamment pour les producteurs de contenu, qui vont être intéressantes et sortir de tout ça, notamment grâce à la souveraineté possible des données. Et je vois beaucoup trop de gens en ce moment, potentiellement même des gens de notre génération, là, nous quatre, tu vois, qui disent non, mais tout ça, c'est que de la spéculation, il n'y a rien de vraiment nouveau, etc., etc. Et ça m'agace vraiment, parce que je me dis, en fait, il se passe un truc qui est énorme. Il y a énormément de spéculation. Il va y avoir, il y a des bulles dans tous les sens, il y a des scams, il y a des arnaques dans les NFT, dans des tas de choses, certes. Mais on est dans un moment passionnant sur le Web 3. On est à un point de bascule et il va se passer dans les 10 prochaines années des choses extraordinaires. Je pense qu'il faut vraiment se pencher à fond là-dessus. Ça commence à être accessible, compréhensible et donc voilà, mon coup de gueule, il est contre ceux qui sont un peu réfractaires à tout ça, réac. Rendez-vous dans 10 ans, Mathieu Laurent, ton coup de cœur cette semaine. Alors moi, c'est beaucoup moins cher que le modem qu'on vient de voir parce que c'est gratuit et c'est un peu d'auto-promo au passage. Oui. Mais tu sais, je passe beaucoup de temps à écouter ce qu'on produit, nous, Radio France. Alors c'est 6 saisons. Chaque saison, c'est 5 épisodes. Chaque épisode, c'est que du bonheur. C'est une série qui s'appelle Rue de Varenne, 57 Rue de Varenne, qui est une fiction autour de Matignon, du Premier ministre. Mais c'est pas seulement un documentaire, docu-fiction politique. C'est d'abord un thriller et ça te tient en haleine du début à la fin. Qui est vraiment très populaire dans le podcast. La dernière saison, la 6e saison, là, vient de sortir, je crois, 2 ans ou 2 ans et demi après la saison précédente. On l'a attendu pendant longtemps. Jetez-vous dessus, c'est vraiment du bonheur. Alors, du coup, je me jette dessus, mais je me mets sur Apple Podcast à l'origine, mais il faut aller sur l'application Radio France plutôt, n'est-ce pas ? L'intégralité sur l'application Radio France. Voilà. Mais ouais, il faut pousser ses propres contenus, c'est bien. De mon côté, mon coup de cœur, c'est une petite app iOS pour votre téléphone qui s'appelle l'Home Widget pour HomeKit, qui est disponible sur l'App Store. Qui permet de contrôler vos appareils HomeKit directement depuis les widgets. Il y a un gros manque d'iOS aujourd'hui. Vous créez plein de widgets que vous pouvez glisser dans votre Springboard de votre téléphone. C'est développé par un petit indépendant français de surcroît, Clément Marty. C'est assez remarquable. Elle est gratuite. Elle inclut un variateur pour les lumières directement depuis les widgets, une prise en charge de 100% des appareils HomeKit. Ça marche toujours pas super et ça aide un petit peu. Voilà, ça marche super bien. J'ai vraiment bien aimé. L'interface est super bien faite. Elle est gratuite, limitée à 10 actions par jour et vous avez une version payante par abonnement ou d'un coup 8,99 €. Mais vraiment, ça vaut le coup. 8,99 € illimité. Ça coûte. Il faudrait que Apple les rachète, Olivier. Il faudrait qu'Apple les rachète et l'intègre à iOS, mais j'ai peur qu'ils le copient. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tu vois, Apple, avec tout le pognon qu'ils ont, ils devraient racheter des petites boîtes comme ça. Voilà. Ils le font pas assez, je trouve. Voilà, mais surtout chez nous. Non, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils sont tellement gros qu'ils copient que même si ils ont un procès derrière, ça prend tellement d'années pour
pour en avoir les fruits que la boîte aura disparu. Mais on va les soutenir quand même. Ça s'appelle donc l'Home Widget pour HomeKit. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode d'On refait le Mac, près d'1h30 d'émission, mais on s'est fait plaisir. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ça a été un grand plaisir, messieurs, de vous recevoir. Merci Olivier. De vous écouter en vrai, en chair, en os. Un vrai plaisir, et j'espère qu'on aura l'occasion de parler encore du podcast dans les années qui viennent. Je pense que c'est un vrai média d'avenir. Et pour être, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, on est sur YouTube, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton, et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce qui mousse, mais c'est pas grave. Merci encore pour votre fidélité, et à la semaine prochaine. Au revoir.